Vous n'avez rien à faire ici. La main de Victor se pressa contre mon épaule, m'empêchant de franchir le seuil orné du funérarium. Sa voix était basse mais tranchante, conçue pour blesser sans provoquer de scène. Le carré familial est réservé à la famille. La vraie. Je plongeai mon regard dans les yeux de mon beau-fils. Des yeux si semblables à ceux d'Alain par leur couleur, mais dépourvus de toute la chaleur qui avait défini mon mari. Victor, s'il vous plaît. Je veux juste lui dire au revoir. Vous avez eu 8 ans pour dire tout ce que vous aviez à dire, répliqua-t-il froidement. La cérémonie est pour ceux qui ont fait partie de toute sa vie, pas seulement de son dernier chapitre. Derrière lui, Dominique et Amélie observaient notre échange avec des degrés variables de malaise, mais ne firent aucun geste pour intervenir. Ils ne le faisaient jamais lorsque Victor prenait l'initiative de m'exclure. Où voudriez-vous que je m'assoie? Demandai-je, conservant la dignité qu'Alain avait toujours admirée en moi. Alors même que le chagrin menaçait de faire plier mes genoux, Victor fit un geste vers le fond de la chapelle. Il devrait y avoir de la place au dernier rang. Sinon, je suis sûr que rester debout ne vous tuera pas. J'acquiesçai une fois, lissai ma robe noire, celle qu'Alain m'avait aidé à choisir pour un gala de charité 6 mois plus tôt, quand nous croyions encore qu'il lui restait des années, pas des semaines, et je passai devant mes beaux enfants la tête haute. Le dernier rang était en effet complet, mais une femme âgée que je reconnus comme étant l'ancienne assistante d'Alain se décala pour me faire une place. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle alors que je m'asseyais à côté d'elle. « Monsieur Dubois serait furieux. »« Merci, Marguerite, » répondis-je doucement. « Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. » Depuis le dernier rang, j'observais les enfants d'Alain accueillir les personnes en deuil, acceptant les condoléances avec une grâce étudiée. Leur mère, Sylvie, était assise bien en vue au premier rang, tamponnant de temps en temps des yeux secs avec un mouchoir brodé. Bien que divorcée d'Alain depuis 15 ans, elle s'était positionnée comme la quasi-veuve éplorée, un rôle dont la véritable veuve avait été reléguée de force. La cérémonie se déroula avec une élégance qu'Alain aurait appréciée, bien que les éloges funèbres de ses enfants aient peint le portrait d'un homme que je reconnaissais à peine. Tout en acumène commercial et en succès financier, avec à peine une mention de sa gentillesse, de sa philanthropie discrète, de son amour pour les plaisirs simples comme le café du dimanche matin et les mots croisés. Quand tout fut terminé, je restai assise pendant que les autres sortaient, attendant de pouvoir m'approcher seule du cercueil. Victor m'intercepta avant que je puisse l'atteindre. La voiture attend pour l'emmener au cimetière, m'informa-t-il avec une efficacité glaciale. La famille seulement pour l'inhumation. Je suis sûr que vous comprenez. Je comprenais, plus qu'il ne l'imaginait. Je comprenais que le deuil pouvait se manifester par la cruauté. Je comprenais que la peur de la perte pouvait se transformer en un contrôle désespéré. Surtout, je comprenais qu'Alain avait anticipé ce moment avec une clarté douloureuse lors de nos dernières conversations privées. Bien sûr, dis-je simplement. Au revoir, Victor. Alors que je marchais seul vers ma voiture sur le parking du funérarium, je réalisai que je n'avais jamais eu la chance de toucher le cercueil d'Alain, de placer le petit brin de lavande, son parfum préféré, que je portais dans mon sac. Ce dernier adieu, comme tant de moments au cours de nos 8 années ensemble, avait été éclipsé par la détermination de ses enfants à m'effacer du récit de sa vie. C'était une blessure silencieuse, une exclusion qui criait plus fort que n'importe quel mot de colère. En m'asseyant dans ma voiture, le silence était assourdissant. La solitude était un poids physique. Alain m'avait prévenu. Ils ne vous accepteront jamais complètement, Hélène. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'à leurs yeux, vous représentez la fin de l'ère de leur mère, la preuve tangible que leur famille, telle qu'ils l'ont connue, ne se reformerait jamais. Leurs blessures sont anciennes, et ils les dirigeront contre vous. Ces paroles, prononcées avec une tristesse résignée des mois auparavant, résonnaient maintenant avec une précision prophétique. Ils m'avaient préparé à leur ressentiment, mais la réalité de cette exclusion calculée au moment de ma plus grande vulnérabilité était une lame froide dans mon cœur. Le brin de lavande dans ma main semblait fragile, un symbole de tout ce qui avait été nié. Je le tins contre mon cœur, fermant les yeux, essayant de me souvenir de son rire, de la chaleur de sa main dans la mienne, des milliers de petits moments qui constituaient notre vie et que ses enfants ignoraient ou choisissaient d'ignorer. C'était là, dans cette voiture solitaire, que mon véritable deuil commençait, loin des rituels publics et des regards scrutateurs, un deuil intime pour l'homme que j'aimais et pour la dernière chance de lui dire adieu qui m'avait été volée. Je savais que la bataille ne faisait que commencer. Alain m'avait armé non pas d'armes, mais de connaissances et de stratégies. Il m'avait fait la chronique de la psychologie de chacun de ses enfants, de leurs peurs, de leurs faiblesses, de leurs rares mais présentes vertus. Et il m'avait confié une dernière mission, non pas de les vaincre, mais de tenter de les sauver d'eux-mêmes. La route serait longue, et ce jour-là, son début était plus amer que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je démarrai la voiture, le moteur un simple murmure dans le silence du parking, et je partis, laissant derrière moi le spectacle de leur chagrin public pour affronter la réalité de mon chagrin privé et la lourde tâche qui m'attendait. Une semaine plus tard,
Le SMS que j'attendais arriva de Maître Bernard, l'avocat de longue date d'Alain. La lecture du testament est prévue pour demain à 14 heures à mon cabinet. Alain a été explicite sur le fait que vous deviez être présente. Je répondis par un simple accusé de réception, puis je passai la soirée à relire les notes de mes dernières conversations avec Alain. Nous nous étions préparés à cela, avions discuté de chaque possibilité, anticipé chaque réaction. Pourtant, savoir ce qui allait arriver ne faisait pas grand-chose pour apaiser la lourdeur dans mon cœur. Le lendemain, vêtu d'un tailleur bleu marine conservateur qui reflétait mon ancien poste de direction plutôt que mon rôle de veuve éplorée, j'arrivai au cabinet de Maître Bernard 5 minutes avant l'heure convenue. En m'approchant des portes en verre ornées du cabinet d'avocat, je les vis attendre. Victor, Dominique et Amélie, un front uni une fois de plus. Tiens, dit Victor, s'avançant pour me barrer le chemin. Si ce n'est pas la croqueuse de diamants, pile à l'heure pour voir quelle miette pourrait lui être jetée. Je soutins son regard fermement. Bonjour, Victor. Maître Bernard m'attend. Laissez-moi vous épargner l'embarras, continua-t-il, ses frères et sœurs le flanquant comme des lieutenants. Vous n'êtes pas dans le testament. Papa a peut-être été dupé par votre comédie de son vivant, mais il n'était pas assez stupide pour vous laisser quoi que ce soit dans la mort. Vraiment? Je gardai ma voix neutre, ne laissant rien paraître. Nous avons déjà vu des versions préliminaires, ajouta Amélie, son ton légèrement moins hostile, mais tout aussi dédaigneux. Le patrimoine est divisé entre nous, comme il se doit. Dominique, toujours le plus silencieux des trois, se contentait de m'observer avec des yeux calculateurs. Alors, conclut Victor avec un sourire narquois qui tordait ses traits séduisants. Vous pouvez retourner à votre misérable petite vie et accepter que c'est fini. Quel que soit votre plan, il a échoué. Au lieu de discuter, je plongeai simplement la main dans mon sac et en sortis une enveloppe scellée avec le nom de Maître Bernard écrit de la main distinctive d'Alain. Voudriez-vous s'il vous plaît donner ceci à Maître Bernard? Il l'attend. Victor prit l'enveloppe avec une réticence évidente, comme si toucher quelque chose que j'avais manipulé pouvait le contaminer. Qu'est-ce que c'est? Une dernière tentative désespérée de revendiquer une part. Maître Bernard vous expliquera tout, dis-je tranquillement. Comme s'il était invoqué par son nom, l'avocat apparut sur le seuil. Ah, Madame Dubois, vous êtes arrivée. Veuillez entrer. Nous sommes prêts à commencer. Elle n'a pas besoin d'être là, protesta Victor, tenant toujours l'enveloppe. C'est une affaire de famille. Au contraire, répondit Maître Bernard avec une neutralité professionnelle. La présence de Madame Dubois a été spécifiquement demandée par votre père, et je vois que vous avez l'enveloppe. Merci de l'avoir apportée. Pouvons-nous commencer? Je suivis l'avocat à l'intérieur, consciente de la confusion et de la suspicion qui émanaient des trois frères et sœurs derrière moi. En entrant dans la salle de conférence, Maître Bernard s'arrêta pour ouvrir l'enveloppe, parcourant rapidement son contenu. Son expression chanhea settlement. La surprise, puis la compréhension, puis quelque chose qui approchait de l'admiration. Il leva les yeux vers moi avec un nouveau respect. Je vois. Alain a toujours eu plusieurs coups d'avance. Alors que nous prenions place autour de la table de conférence polie, j'observais les expressions confiantes sur les visages des enfants d'Alain. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. L'enveloppe que j'avais livrée ne contenait ni une supplique ni une revendication, mais la dernière pièce d'un plan qu'Alain et moi avions élaboré ensemble au cours de ces derniers mois. Un plan pour protéger son héritage des personnes mêmes qui croyaient avoir le droit d'en hériter sans condition. Leur visage était un mélange de suffisance et de mépris à peine voilé. Ils me voyaient comme un obstacle mineur, une note de bas de page embarrassante dans la saga de leur famille, sur le point d'être définitivement effacée. L'air dans la pièce était lourd d'anticipation, mais la leur était teintée de triomphe, la mienne de chagrin et de détermination. Maître Bernard se racla la gorge et commença les procédures qui allaient tout changer. Avant de lire le testament, je dois vous informer que le document que je vais partager remplace toutes les versions préliminaires que vous auriez pu voir. Ceci est le dernier testament d'Alain Dubois, dûment exécuté et juridiquement contraignant. Le sourire suffisant de Victor commença à vaciller alors qu'il enregistrait les mots de l'avocat. Les premiers tremblements de panique commençaient à apparaître dans ses yeux, exactement comme Alain l'avait prédit. Je croisai calmement les mains sur mes genoux, préparé à la tempête qui allait éclater. Je me sentais comme l'exécutrice d'une volonté qui dépassait de loin les simples questions d'argent. Il s'agissait de justice, d'héritage, et d'une dernière leçon poignante d'un père à ses enfants. Le silence dans la salle était palpable, chaque seconde s'étirant alors que Maître Bernard ajustait ses lunettes, le bruissement du papier devenant le seul son dans une mer de tensions inexprimées. La salle de conférence tomba dans un silence tendu alors que Maître Bernard ajustait ses lunettes de lecture et ouvrait le portefeuille en cuir formel contenant le testament d'Alain. Je gardai mon expression soigneusement neutre, bien que je sache exactement ce qui allait arriver. Alain et moi avions passé de nombreuses nuits tardives à discuter de chaque détail, de chaque réaction potentielle, de chaque sauvegarde nécessaire. Moi, Alain-Édouard Dubois, sain de corps et d'esprit,
Commença maître Bernard avec le préambule juridique standard, sa voix stable et professionnelle. Victor. Tapotait impatiemment des doigts sur la table en acajou poli. On peut sauter les formalités, Bernard. Passez directement à la distribution des biens. Maître Bernard jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes avec la tolérance exercée d'un homme qui avait passé des décennies à traiter avec des héritiers prétentieux. Comme vous voudrez, Victor. Je vais passer aux sections pertinentes. Il tourna plusieurs pages et se racla la gorge. Concernant la distribution de mon patrimoine, je lègue par la présente mes actifs comme suit. À mon épouse, Hélène Dubois, je lègue 70% de mon patrimoine total, y compris, mais sans s'y limiter, ma résidence principale, mon portefeuille d'investissement et la participation majoritaire dans Dubois Immobilier. Les mots restèrent suspendus dans l'air un instant avant que Victor n'explose. Quoi? Il se leva à moitié de sa chaise, le visage devenant cramoisi. C'est impossible. Nous avons vu le testament préliminaire. Ce doit être un faux. Maître Bernard continua comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. À chacun de mes enfants, Victor, Dominique et Amélie Dubois, je lègue 10% de mon patrimoine qui sera administré par mon épouse, Hélène, en tant que fiduciaire jusqu'à ce qu'il démontre une responsabilité financière et une croissance personnelle satisfaisante aux conditions décrites dans l'annexe B. La main parfaitement manucurée d'Amélie vola à sa bouche. Administré? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, expliqua maître Bernard avec une patience exercée, que bien que vous héritiez chacun de 10% du patrimoine considérable de votre père, ces actifs seront gérés par Hélène en tant que fiduciaire. Vous recevrez des versements réguliers, mais les décisions financières majeures concernant votre héritage nécessitent son approbation. Dominique, toujours le plus analytique des trois, se pencha en avant. Sur quelle base notre père aurait-il pu justifier de mettre notre héritage sous le contrôle d'une femme qu'il connaissait à peine depuis 8 ans? En guise de réponse, maître Bernard sortit une enveloppe scellée de son portefeuille. Votre père a anticipé cette question. Il a laissé cette lettre pour qu'elle soit lue à cette réunion. Il brisa le sceau et déplia plusieurs pages couvertes de l'écriture audacieuse d'Alain. Je n'avais jamais vu cette lettre. Alain l'avait écrite en privé, disant seulement qu'elle contenait ses vrais sentiments sur ses enfants et ses souhaits pour leur avenir. Mes chers enfants, lut maître Bernard. Si vous entendez cette lettre, c'est que vous venez d'apprendre que votre héritage est assorti de conditions que vous n'attendiez pas. J'imagine que vous êtes en colère, confus, et que vous blâmez probablement Hélène de m'avoir en quelque sorte manipulé pour prendre cette décision. Je veux être absolument clair. Cet arrangement était entièrement mon idée, conçue après des années à vous voir aborder l'argent comme un dû plutôt que comme une responsabilité. Chacun de vous a gaspillé les opportunités que je vous ai offertes. Victor, tes entreprises ratées m'ont coûté des millions. Pourtant, tu n'as rien appris de ces expériences, sauf à demander plus. Dominique, ton addiction au jeu t'a presque détruit 2 fois, mon argent te sauvant de conséquences qui auraient pu réellement forcer une croissance. Amélie, bien que tu aies un talent authentique en design, tu as abandonné à plusieurs reprises des projets lorsqu'ils exigeaient un réel effort, attendant le succès sans le travail qu'ils demandent. En revanche, Hélène a bâti sa propre carrière réussie dans la gestion financière avant notre rencontre. Elle comprend à la fois le privilège et la responsabilité qui accompagnent la richesse. Plus important encore, elle m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir, chose dont je n'ai jamais été certain avec aucun de vous depuis que vous êtes devenu adulte. Cet arrangement n'est pas une punition. C'est ma dernière tentative pour vous aider à devenir les personnes que je sais que vous pouvez être. Hélène a pour instruction de travailler avec chacun de vous pour vous encadrer dans la gestion responsable de la richesse. Elle a l'expertise financière que je respecte et l'intégrité personnelle en qui j'ai entièrement confiance. Vous avez des choix maintenant. Combattez cette décision et perdez potentiellement tout, ou travailler avec Hélène et non seulement sécuriser votre héritage, mais gagner peut-être quelque chose de plus précieux, les compétences et la sagesse pour l'utiliser. Je vous laisse avec cette pensée. Le plus grand héritage d'un parent n'est pas la richesse qu'il laisse derrière lui, mais les valeurs qu'il inculque. Je crains de vous avoir fait défaut à cet égard, et c'est ma dernière chance de corriger cet échec. Avec un amour et un espoir durable, votre père, Alain Dubois. Le silence qui suivit fut absolu. Victor était assis, figé, sa rage antérieure semblant s'être transformée en choc. Amélie fixait la table, des larmes se formant dans ses yeux. Seul Dominique me regardait, son expression illisible. Maître Bernard plia la lettre et continua sur un ton neutre. Le testament a été dûment exécuté avec des témoins qui peuvent attester de la santé d'esprit et du libre arbitre d'Alain. Il comprend des déclarations sous serment de ses médecins confirmant sa capacité mentale. Le document est, je vous l'assure, juridiquement inattaquable. Victor retrouva sa voix en premier, bien qu'elle tremblât d'une fureur à peine contenue. C'est votre œuvre. Il me pointa du doigt, accusateur. Vous avez manipulé un homme mourant, l'avez retourné contre ses propres enfants. Je soutins son regard calmement. Votre père et moi avons longuement discuté de cet arrangement, Victor.
Il était parfaitement sain d'esprit et très clair sur ses intentions. Nous contesterons, menaça-t-il en se tournant vers Maître Bernard. Nous prouverons l'influence indue. L'avocat secoua légèrement la tête. Je vous déconseillerais vivement cette voie. Alain a anticipé cette réaction et a inclus une clause de déchéance. Toute tentative de contester légalement le testament entraîne la déchéance immédiate et totale de votre héritage, votre part étant redirigé vers la fondation du bois. C'est insensé, murmura Amélie, levant des yeux striés de mascara. Papa ne nous aurait pas fait ça. Votre père a fait ça pour vous, la corrigai-je doucement. Il croyait en votre potentiel même lorsque vos actions le décevaient. C'était sa façon de vous donner une opportunité structurée de grandir. Dominique, qui était resté silencieux tout du long, prit enfin la parole. En quoi consiste exactement cette fiducie? Quelles sont les conditions pour que nous puissions prendre le contrôle de notre héritage? Maître Bernard se référa au document. Les conditions spécifiques sont détaillées dans l'annexe B, mais de manière générale, chaque héritier doit faire preuve de responsabilité financière, contribuer de manière significative à l'entreprise familiale ou à une autre entreprise productive, et montrer une croissance personnelle évaluée par la fiduciaire, Madame Dubois, avec l'avis d'un panel comprenant moi-même et le docteur Suzanne Royer, l'amie de longue date et psychologue de votre père. Donc elle contrôle tout, cracha Victor. Nos maisons, notre argent, nos avenirs, tout est soumis à son approbation. Pas exactement, intervins-je, m'adressant directement à eux pour la première fois. Votre père vous a laissé à chacun vos résidences actuelles en pleine propriété. Vous recevrez des allocations mensuelles conformes à vos modes de vie actuels. Ce qui est géré, ce sont les actifs majeurs, les participations dans l'entreprise, les portefeuilles d'investissement et les propriétés commerciales. Je ne contrôle pas vos avenirs, Victor. Je suis simplement chargé de sauvegarder l'héritage de votre père pendant que vous démontrez que vous êtes prêt à le gérer de manière responsable. Amélie essuya ses yeux, étalant davantage son maquillage. Et si nous refusons de jouer à ce jeu, si nous ne voulons pas sauter à travers des cerceaux pour votre approbation? Alors vous continuerez à recevoir vos allocations et à conserver vos maisons, expliquai-je. Mais l'héritage plus important restera en fiducie, géré au profit des futures générations de Dubois. Vos enfants auraient la même opportunité de se qualifier pour la gestion de ces actifs lorsqu'ils atteindront leur majorité. Les implications de cela s'abattirent sur eux. La réalisation que leur père avait créé un système qui ne pouvait être contourné en attendant simplement mon départ ou en trouvant des failles juridiques. Maître Bernard Firmus Son Portefiole. Je vous suggère à tous de prendre le temps de digérer cette information. Examinez la documentation complète. Consultez vos propres conseillers juridiques si vous le souhaitez, bien que je mette à nouveau en garde contre toute tentative de contestation. Madame Dubois a indiqué qu'elle était disposée à rencontrer chacun de vous individuellement pour discuter de la manière d'avancer de manière constructive. Victor se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Ce n'est pas fini, dit-il, me foudroyant du regard avant de sortir en trombe de la salle de conférence. Amélie le suivit rapidement, évitant entièrement mon regard. Seul Dominique resta, m'étudiant avec une intensité calculatrice. Vous saviez tout depuis le début. Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. Oui, votre père et moi n'avions aucun secret l'un pour l'autre. Et vous êtes vraiment prête à assumer ça? Gérer tout l'empire du bois tout en faisant face à 3 personnes qui vous détestent. Je soutins son regard fermement. Votre père croyait que je le pouvais. Plus important encore, il croyait que c'était nécessaire pour l'entreprise qu'il a bâtie et pour les enfants qu'il aimait. Dominique hocha lentement la tête, digérant l'information. Sans un mot de plus, il rassembla ses affaires et partit, fermant doucement la porte derrière lui. Maître Bernard commença à organiser ses papiers. Cela s'est à peu près aussi bien passé que prévu, observa-t-il sèchement. Alain avait prédit chaque réaction, dis-je, sentant une vague de chagrin m'envahir maintenant que la représentation était terminée. La rage de Victor, les larmes d'Amélie, l'évaluation analytique de Dominique. Il les connaissait si bien, même s'il le décevait. Et il savait que vous gériez cela avec grâce, ajouta l'avocat, me lançant un regard compatissant. Le vrai travail commence maintenant, Hélène. Êtes-vous vraiment prête pour cela? Je pensais à la confiance d'Alain en moi, à nos longues préparations, à la promesse que je lui avais faite alors qu'il me glissait entre les doigts dans cette chambre d'hôpital. Je suis prête, dis-je avec une détermination tranquille. Non pas parce que je veux le contrôle ou le pouvoir, mais parce que j'ai promis à Alain que j'essaierais de finir ce qu'il ne pouvait pas, aider ses enfants à devenir les personnes qu'il a toujours cru qu'ils pouvaient être. En rassemblant mes affaires pour partir, je sentis le poids de l'absence d'Alain plus intensément qu'à aucun autre moment depuis sa mort. C'était son dernier cadeau pour moi. Non pas la richesse ou le statut, mais sa confiance ultime et sa dernière requête d'aider les enfants qui m'avaient rejeté à devenir dignes de l'héritage qu'il avait bâti. Je redressai les épaules et sortis de la salle de conférence, préparé à honorer cette requête, peu importe la difficulté du chemin à venir.
Les jours qui suivirent la lecture du testament se déroulèrent exactement comme Alain l'avait prédit lors de nos séances de stratégie nocturne. Victor, fidèle à lui-même, consulta immédiatement 3 avocats différents pour trouver des moyens de contester le testament. Chacun revint avec la même conclusion. Alain avait créé un document juridique, blindé avec de multiples sécurités contre les contestations. La clause de déchéance signifiait que toute action en justice formelle entraînerait la perte par Victor même des 10% qui lui avaient été garantis. Amélie se retira dans un silence blessé, ignorant mes appels et mes SMS lui proposant de discuter de sa part de l'héritage et de la manière dont nous pourrions travailler ensemble. Selon Marguerite, l'ancienne assistante d'Alain devenue mon allié inattendu, Amélie avait été vue déjeunant en larmes avec sa mère, Sylvie, sans doute en train de comploter leur prochain coup. Seul Dominique fit preuve de pragmatisme, demandant une réunion 3 jours après la lecture du testament. Il arriva chez Alain, maintenant ma maison, précisément à l'heure, habillé pour les affaires dans un costume sur mesure qui me rappelait douloureusement son père. J'ai examiné les conditions décrites dans l'annexe B, dit-il sans préambule alors que nous étions assis dans le bureau d'Alain. Certaines semblent subjectives. Que constitue exactement une contribution significative ou une croissance personnelle? J'appréciais son approche directe. Votre père a été spécifique sur les critères d'évaluation. Pour la contribution significative, il a défini des objectifs quantifiables, soit la gestion réussie d'une division au sein de Dubois Immobilier, soit un succès démontré dans une autre entreprise qui crée une valeur réelle. Et l'exigence de croissance personnelle? Insista Dominique, son expression sceptique. Des séances régulières avec le docteur Royer pour aborder les schémas comportementaux spécifiques que votre père a identifiés comme problématiques, expliquai-je. Dans votre cas, l'addiction au jeu que vous n'avez jamais formellement reconnu ou traité. Son visage assez crispa. C'est envahissant et inutile. Néanmoins, c'est une condition non négociable, répondis-je calmement. Votre père vous a vu vous détruire presque 2 fois. Il n'était pas disposé à financer une 3e autodestruction. Dominique se tut, étudiant la pièce, le sanctuaire privé d'Alain, maintenant le mien, avec des yeux critiques. Vous n'avez rien changé ici. Pas encore, reconnus-je. Certains espaces ont besoin de temps avant d'être prêts pour la transformation. Il hocha la tête presque imperceptiblement, reconnaissant peut-être la métaphore. Victor consulte des avocats pour vous faire déclarer mentalement incompétente en tant que fiduciaire. Sela, animi serpent pas. Alain avait prédit ce coup exact. Sur quelle base? Il suggère que le deuil a altéré votre jugement, que vous n'êtes pas qualifié pour gérer une entreprise de cette ampleur. Je me permis un petit sourire. Ma carrière de 30 ans dans la gestion financière, culminant en tant que directrice financière des Industries Lambert, suggère le contraire, tout comme l'évaluation psychologique indépendante que votre père m'a fait passer le mois dernier, anticipant cette accusation même. Les sourcils de Dominique se haussèrent légèrement. Il avait vraiment pensé à tout. Votre père était un brillant stratège, Dominique. D'où pensez-vous tenir votre esprit analytique? Ce compliment inattendu sembla le prendre au dépourvu. Il as agita sur assez chaises, assez recalibrant. Que voulez-vous de nous, exactement? Vraiment? La question resta suspendue dans l'air entre nous. La première véritable question qu'un des enfants d'Alain m'ait posée depuis son diagnostic. Je veux ce que votre père voulait, répondis-je honnêtement. Que chacun de vous devienne capable de gérer la richesse de manière responsable, de trouver un but au-delà de la consommation, de construire plutôt que de simplement dépenser. Et si nous sautons à travers ces cerceaux, si nous satisfaisons à ces conditions? Alors vous prenez le contrôle de votre héritage complet avec le sens des affaires pour le gérer avec succès. Je me retire pour n'occuper qu'un rôle consultatif. Dominique considéra cela, son expression pensive. Et si nous refusons? Alors vous continuez à recevoir vos allocations, qui sont généreuses à tous points de vue, tandis que la majeure partie des actifs restent en fiducie, gérés pour les générations futures. Vos enfants auraient la même opportunité de se qualifier pour la gestion lorsqu'ils atteindront leur majorité. Il hocha lentement la tête, digérant l'information. Puis-je voir les états financiers actuels de Dubois Immobilier? Si je dois envisager d'y prendre un rôle, je devrais comprendre sa position. C'était une demande raisonnable et à laquelle j'étais préparé. Je récupérai un dossier du bureau d'Alain, des rapports financiers complets que j'avais préparés spécifiquement pour cette réunion. L'entreprise se porte bien dans l'ensemble, expliquai-je alors qu'il examinait les documents. Les portefeuilles de Lyon et Bordeaux sont particulièrement solides. Celui de Marseille est légèrement sous-performant, bien que cela semble lié au marché plutôt qu'à l'opérationnel. Les yeux de Dominique se déplaçaient méthodiquement sur les chiffres, son expression passant progressivement de sceptique à impressionné. Ses rendements sont meilleurs que ce que papa a rapporté au dernier trimestre. J'ai mis en place quelques mesures d'efficacité et renégocié plusieurs contrats de fournisseurs, dis-je, non sans fierté. Alain m'avait confié l'œuvre de sa vie, et je n'avais aucune intention d'être simplement une gardienne. Vous avez été occupé, observa Dominique en fermant le dossier.
Quand avez-vous eu le temps de faire votre deuil? La question me prit au dépourvu par sa perspicacité inattendue. J'ai fait mon deuil en m'occupant de votre père pendant ces derniers mois, répondis-je doucement. Et je continue de faire mon deuil en honorant ses souhaits. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Dominique m'étudia avec une nouvelle considération, comme s'il voyait au-delà du stéréotype de la seconde épouse de son père pour la première fois. Je vais réfléchir à ce que vous avez dit. AUX conditions. C'est tout ce que je demande, répondis-je. Votre père croyait en votre potentiel, Dominique, malgré tout. Alors qu'il se levait pour partir, il hésita à la porte. Vous devriez savoir que Sylvie, notre mère, encourage les efforts de Victor pour contester le testament. Elle croit qu'elle aurait dû recevoir une partie du patrimoine. Malgré le généreux accord de divorce et la pension alimentaire qu'elle reçoit depuis 15 ans, elle croit qu'elle a droit à plus, dit-il avec une pointe de ce qui aurait pu être de la critique. Elle l'a toujours cru. Après son départ, je m'assis dans le fauteuil d'Alain, passant mes doigts sur les accoudoirs en cuir usé qui portaient encore l'empreinte de ses mains. Cette première rencontre avec Dominique s'était mieux déroulée que prévu, mais ce n'était que le début. Victor restait ouvertement hostile, et Amélie se retirait davantage sous l'influence de sa mère. « J'essaie, Alain, murmurai-je à la pièce vide. Mais il me combat à chaque tournant, comme tu l'avais dit. Je pouvais presque entendre sa réponse. Tiens bon, Hélène. Ils en ont besoin plus qu'ils ne le savent. Ce soir-là, je reçus un courriel de l'assistante de Victor confirmant mes pires craintes. Il avait programmé une audience en référé pour incapacité, tentant de me faire retirer de mon poste de fiduciaire pour instabilité émotionnelle et inexpérience financière. La notification était froidement professionnelle, mais l'intention était claire, la guerre totale. Je pris le téléphone et appelai Maître Bernard. Cela se passe exactement comme Alain l'avait prédit, lui dis-je. Il est temps de passer à la phase 2. Êtes-vous sûr? Demanda-t-il prudemment. Une fois que nous aurons mis en œuvre les mesures d'urgence, il n'y aura pas de retour en arrière. Les divisions familiales pourraient devenir permanentes. Je pensais aux enfants d'Alain, à leur sentiment de dû, à leur résistance à la croissance, à leur refus de me voir autrement que comme une intruse. Mais je me souvins aussi de la foi inébranlable d'Alain en leur potentiel, un potentiel qui valait la peine d'être sauvé, malgré leurs défauts. J'en suis sûr, dis-je fermement. Alain savait que ce serait difficile. Il savait aussi que c'était nécessaire. Nous procédons comme prévu. En raccrochant, je me préparais pour la bataille à venir. Alain m'avait choisi pour ce rôle, non pas malgré la résistance que je rencontrerais, mais en raison de ma capacité à y faire face. Je ne le décevrais pas, peu importe à quel point le processus pourrait devenir douloureux. L'audience en référé pour incapacité était prévue pour le mercredi matin au tribunal de grande instance, un calendrier serré qui révélait le désir de Victor de me prendre au dépourvu. Si c'était sa stratégie, il avait gravement sous-estimé à la fois moi et la prévoyance de son père. J'arrivai 15 minutes en avance, accompagné de Maître Bernard et du docteur Suzanne Royer, l'ami de longue date et psychologue d'Alain, qui avait joué un rôle déterminant en nous aidant à nous préparer à ce scénario exact. En entrant dans la salle d'audience, j'aperçus Victor et Amélie déjà assis à la table du demandeur, accompagnés de Bernard Walsh, un avocat aux allures de requin connu pour ses tactiques agressives dans les litiges de succession très médiatisés. Dominique était visiblement absent, un détail qui n'échappa pas à l'attention de Maître Bernard. « Intéressant », murmura-t-il alors que nous prenions place. Il semble que le cadet des Dubois ne se joigne pas à cette croisade particulière. Alain disait que Dominique serait le premier à reconnaître la futilité, répondis-je tranquillement. Il a toujours été plus pragmatique qu'émotif. Victor jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son expression s'assombrissant en voyant le docteur Royer à mes côtés. La présence de l'ami de confiance et experte psychologue d'Alain ne faisait clairement pas partie de son attaque calculée. La juge Rosemary Keller entra dans la salle d'audience, une femme au visage sévère d'une 60aine d'années, réputée pour sa capacité à ignorer les drames émotionnels pour se concentrer sur la substance juridique. Après les formalités, elle s'adressa directement à l'avocat de Victor. « Maître Walsh, vous avez déposé une requête en urgence pour démettre Madame Dubois de ses fonctions de fiduciaire du patrimoine Dubois pour cause d'instabilité émotionnelle et d'inexpérience financière. Étant donné la nature accélérée de cette audience, je suppose que vous avez des preuves convaincantes à présenter. » Walsh se leva avec une confiance étudiée. « Nous en avons, votre honneur. » La défendresse, Madame Hélène Dubois, souffre clairement d'un deuil profond qui a altéré son jugement, la rendant inapte à gérer un patrimoine évalué à plus de 340 millions d'euros. De plus, son expérience limitée des affaires la rend fondamentalement non qualifiée pour une telle responsabilité. L'expression de la juge Keller resta impassable. Et vos preuves pour ces affirmations? Nous avons des observations de membres de la famille concernant l'état émotionnel de Madame Dubois, commença Walsh, ainsi que des préoccupations de plusieurs associés commerciaux quant à sa capacité à gérer Dubois Immobilier. Des oui-dire et des opinions, intervint Maître Bernard.
Ce ne sont guère les preuves convaincantes requises pour la révocation en urgence d'une fiduciaire légalement nommée. La juge hocha la tête. Je suis encline à être d'accord, maître Walsh. Avez-vous quelque chose de substantiel à présenter? Walsh parut momentanément décontenancé, mais se reprit rapidement. Votre honneur, nous avons des documents montrant que Madame Dubois a déjà apporté des changements importants aux opérations de l'entreprise sans consultation appropriée des parties prenantes clés. Cela démontre à la fois de l'imprudence et de l'inexpérience. Il présenta plusieurs documents que la juge examina attentivement avant de les passer à Maître Bernard. Cela semble être des ajustements opérationnels standards, observa la juge. Renégociation de contrats de fournisseurs, mise en œuvre d'efficacité, des opérations commerciales normales, qui ont entraîné une augmentation de 4,3% des rendements trimestriels, ajouta maître Bernard en examinant les papiers. Ce n'est guère une preuve de mauvaise gestion. Walsh changea de tactique. Votre honneur, il y a aussi la question de la relation de Madame Dubois avec le défunt. Elle a épousé Alain Dubois alors qu'il avait déjà plus de 70 ans, après une cour d'une brièveté suspecte. Les circonstances suggèrent l'opportunisme plutôt qu'une affection sincère. Je sentis un éclair de colère face à cette attaque contre mon mariage, mais le docteur Royer posa une main apaisante sur mon bras. L'avocat verse dans des attaques personnelles qui n'ont aucune incidence sur la compétence de Madame Dubois en tant que fiduciaire, objecta maître Bernard. Rejeté, approuva la juge Keller. Maître Walsh, veuillez limiter vos arguments aux faits pertinents concernant la capacité actuelle de la fiduciaire à remplir ses obligations légales. Walsh se tourna brièvement vers Victor, qui devenait visiblement agité par la direction que prenaient les débats. Votre honneur, nous soutenons que Madame Dubois a exercé une influence indue sur Alain Dubois pendant sa dernière maladie, le manipulant pour créer cet arrangement inhabituel qui désavantage ses enfants biologiques en faveur de sa nouvelle épouse. L'expression de la juge Keller se durcit. Cela relèverait d'une contestation du testament lui-même, maître Walsh, pas d'une audience en référé pour incapacité. Contestez-vous formellement le testament? Car je devrais vous rappeler la clause de déchéance que M. Dubois a incluse. La salle d'audience se tut alors que les implications s'installaient. Toute contestation formelle déclencherait la clause qui déshériterait entièrement Victor. Nous ne contestons pas le testament pour le moment, clarifia Walsh à la hâte. Nous remettons simplement en question la capacité de la fiduciaire actuelle à remplir ses fonctions. Alors je vous suggère de fournir des preuves réelles liées à cette affirmation spécifique, répondit fermement la juge. Maître Bernard Asilava. Votre honneur, si je puis me permettre, nous avons préparé des preuves exhaustives des qualifications et de la capacité actuelle de Madame Dubois. D'abord, son parcours professionnel. Il présenta mon CV complet, soulignant ma carrière de 30 ans dans la gestion financière, y compris mon rôle de directrice financière des Industries Lambert, une entreprise avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 500 millions d'euros. De plus, continua-t-il, nous avons une évaluation psychologique menée par le docteur Suzanne Royer il y a à peine 3 semaines, confirmant l'excellente santé mentale et la fonction cognitive de Madame Dubois malgré son deuil récent. Le docteur Royer soumit son évaluation formelle que la juge Keller examina avec une attention particulière. Enfin, conclut maître Bernard, nous avons des documents montrant qu'Alain Dubois lui-même a organisé une évaluation indépendante de la compétence financière de Madame Dubois par le cabinet de conseil Deloitte, qu'il a jugé exceptionnellement qualifié pour gérer le patrimoine Dubois. Il présenta le rapport de Deloitte, qui comprenait une évaluation détaillée de mes connaissances financières, de mon style de gestion et de ma pensée stratégique. Monsieur Dubois était pour le moins minutieux, observa la juge sèchement en examinant les documents. Victor se pencha pour chuchoter de manière urgente à son avocat, le visage rouge de frustration. Walsh paraissait de plus en plus mal à l'aise alors que l'affaire qu'il pensait simple se délitait sous ses yeux. La juge Keller posa les documents et s'adressa à la salle. Après avoir examiné les preuves présentées, je ne trouve aucune base que ce soit pour démettre Madame Dubois de ses fonctions de fiduciaire. La requête est rejetée. Elle regarda directement Victor. Monsieur Dubois, je vous mettrai en garde contre d'autres actions en justice futile. Le tribunal voit d'un mauvais œil l'utilisation de ses ressources pour poursuivre des vendettas familiales. Victor Asilava Brusment. Ce n'est pas la justice. Elle a manipulé notre père et maintenant elle manipule le système judiciaire. Monsieur Dubois, avertit sèchement la juge. Contrôlez-vous ou je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Amélie tira sur la manche de son frère, le pressant de s'asseoir, son expression mortifiée par son éclat. Alors que la juge concluait l'audience, je restai assise, laissant la vague de soulagement m'envahir sans manifestation visible. Alain m'avait préparé à ce moment, s'était assuré que j'avais toutes les ressources nécessaires pour résister à l'attaque, mais le vivre en personne avait tout de même été éprouvant. À l'extérieur de la salle d'audience, Victor passa devant moi sans un mot, le visage crispé par une rage à peine contenue. Amélie suivit, s'arrêtant brièvement pour croiser mon regard avec une expression que je ne pus tout à fait interpréter. Peut-être de la confusion, peut-être une réévaluation.
Le premier round est pour nous, et de manière décisive, observa maître Bernard alors que nous nous dirigions vers la sortie. Mais ce n'est que le début, Hélène. Victor n'abandonnera pas facilement. Alain a dit qu'il ferait au moins 3 tentatives majeures avant d'envisager une approche différente, répondis-je. Celle-ci était la plus évidente. Les autres seront plus subtiles, plus créatives. Le Dr. Royer acquiesca. Victor a toujours eu du mal à accepter la défaite. Cela déclenche ses insécurités les plus profondes. En arrivant sur les marches du palais de justice, j'aperçus Dominique qui attendait près d'une berline noire garée sur le côté. Il se redressa en me voyant, son expression soigneusement neutre. « J'aimerais vous parler si vous avez un moment, » dit-il, ouvrant la portière arrière de la voiture en guise d'invitation. Je jetai un coup d'œil à maître Bernard, qui hocha la tête presque imperceptiblement. « Je vous appellerai plus tard, » dit-il, comprenant ma question silencieuse sur l'opportunité de cette rencontre. Tandis que je me glissais sur la banquette arrière, Dominique me rejoignit, fermant la porte pour créer un espace privé pour notre conversation. « Vous étiez préparé à tout ?» observa-t-il sans préambule. Papa s'en était assuré. « Oui », répondis-je simplement. Il ne servait à rien de nier l'évidence. « Victor n'arrêtera pas ?» continua-t-il. « Vous l'avez humilié aujourd'hui. Il ne fera qu'escalader. » J'étudiai attentivement le deuxième enfant d'Alain, essayant de discerner son intention. « Pourquoi me dites-vous cela ? Pourquoi n'étiez-vous pas dans cette salle d'audience pour soutenir vos frères et sœurs ?» Dominique resta silencieux un moment, le regard fixé sur un point indéterminé au loin. « Parce que j'ai examiné les finances de l'entreprise, regardé les décisions de gestion de papa au cours de la dernière décennie, lu les plans de succession qu'il a créés, et je commence à penser qu'il avait peut-être raison, admit Dominique à contre-cœur. Surtout, sur le fait que nous n'étions pas prêts, que nous avions besoin d'être guidés. C'était la première fissure dans le front uni que les enfants Dubois avaient présentée, la première suggestion que le plan d'Alain pourrait réellement fonctionner. Je sentis une vague d'espoir, rapidement tempérée par la prudence. « Que proposez-vous exactement, Dominique ?» Il croisa mon regard directement. « Je veux remplir les conditions. Je veux apprendre, non pas pour vous apaiser ou pour prendre le contrôle plus rapidement, mais parce que je commence à voir ce que papa essayait de nous dire. » J'acquiesçai lentement, me permettant de croire à la possibilité de cette première petite victoire. « Nous pouvons commencer demain, 9 heures au siège de Dubois Immobilier. » Alors que je sortais de la voiture, Dominique m'interpella. Il essaiera ensuite de monter Amélie. Plus fermement contre vous. Elle a toujours été plus vulnérable émotionnellement à la manipulation. C'était un avertissement et peut-être le premier véritable acte de coopération de la part d'un des enfants d'Alain. Merci, dis-je simplement. En m'éloignant du palais de justice, je sentis la présence d'Alain plus fortement que je ne l'avais fait depuis sa mort. Non pas comme un fantôme ou une force surnaturelle, mais comme l'architecte de ce jeu d'échecs humain complexe maintenant en mouvement. Les pièces se déplaçaient exactement comme il l'avait prédit. La bataille n'était pas gagnée. Loin de là. Mais pour la première fois depuis la lecture du Testament, je pouvais voir un chemin qui pourrait réellement accomplir le dernier souhait d'Alain, la rédemption des enfants qu'il avait si profondément déçus, mais qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Le chemin serait ardu, semé d'embûches, mais ce petit pas de Dominique était comme une première lueur d'aube après une longue nuit. Il représentait la possibilité que la foi d'Alain en ses enfants n'était pas vaine. Il m'avait confié une carte, et je commençais à peine à naviguer sur ce terrain complexe. La conversation avec Dominique n'était pas seulement une victoire tactique, c'était un signe que la stratégie profonde d'Alain, basée sur la compréhension de la psychologie de ses enfants, commençait à porter ses fruits. Je me sentais moins seul dans cette lutte, non pas parce que j'avais un allié, mais parce que la sagesse d'Alain se manifestait, me guidant à travers le brouillard de leur colère et de leur chagrin. Le lendemain matin à 9 heures, je me trouvais au bureau d'Alain, maintenant le mien, dans la suite exécutive de Dubois Immobilier. Le bureau restait exactement tel qu'il l'avait laissé. Des stylos-plumes précisément rangés aux photographies de famille disposées avec une attention particulière. Contrairement à notre maison, où j'avais préservé ces espaces par chagrin et sentiment, ici, j'avais maintenu les choses à des fins stratégiques. La continuité offrait une stabilité aux employés tout en renforçant subtilement ma position de successeur choisi par Alain. Dominique arriva précisément à l'heure, vêtu d'un costume anthracite qui suggérait qu'il prenait cette opportunité au sérieux. Il s'arrêta sur le seuil, ses yeux balayant le bureau inchangé avec une expression illisible. « Vous lui ressemblez, dis-je tranquillement, debout là, à tout évaluer. » Il avait l'habitude de s'arrêter exactement comme ça. Une lueur de quelque chose, de la fierté, de la douleur, traversa le visage de Dominique avant qu'il ne se ressaisisse. « Les gens ont toujours dit que je lui ressemblais le plus. Pas seulement physiquement, précisai-je. Votre approche, votre esprit analytique. Il se voyait en vous plus qu'en aucun de vos frères et sœurs. » Dominique absorba cette information en silence avant de prendre place en face de moi. Par où commençons-nous ? Je fis glisser un portefeuille en cuir sur le bureau. Avec honnêteté.
Ceci contient une évaluation complète de Dubois Immobilier, forces, faiblesses, opportunités, menaces. Il comprend également une évaluation de vos compétences spécifiques et de vos lacunes par rapport à ce qui serait requis pour un leadership efficace. Il ouvrit le portefeuille, parcourant le contenu avec une efficacité rapide. C'est complet. Alain ne croyait pas à l'édulcoration de la réalité, répondis-je. Moi non plus. Pendant l'heure qui suivit, nous examinâmes les documents en détail. Dominique posa des questions intelligentes, prit des notes soignées et fit preuve d'un réel engagement avec l'information. L'évaluation identifiait ses forces en analyse financière et en stratégie de marché tout en soulignant des faiblesses importantes en gestion du personnel et en détails opérationnels. Votre père pensait que ces lacunes pouvaient être comblées avec un mentorat approprié et une expérience structurée, expliquai-je. Il a créé un plan de développement. Spécifiquement pour vous. Je présentai le second dossier, un programme détaillé de 18 mois qui ferait passer Dominique par les divisions clés de l'entreprise, le jumelant avec des cadres expérimentés qui fourniraient une formation pratique et des évaluations régulières. Et les autres conditions ? Demanda Dominique, levant les yeux des documents. Les exigences de croissance personnelle. Des séances hebdomadaires avec le docteur Royer, axées spécifiquement sur votre relation au risque et votre addiction au jeu, dis-je directement. Alain a été explicite sur le fait que c'était non négociable. L'homme croire de Dominique assez Sarah. Je n'ai pas d'addiction au jeu. J'ai eu quelques pertes malheureuses, mais... Vous avez perdu plus de 8 millions d'euros au cours des 5 dernières années, interrompis-je calmement. Votre père a couvert vos dettes 2 fois pour éviter des poursuites pénales de la part de prêteurs sur gage. Vous avez tenté d'arrêter 17 fois de votre propre aveu, pour retourner à des jeux à gros enjeux en quelques semaines à chaque fois. Il me regarda fixement, clairement déstabilisé par la précision de mes connaissances. Il vous a tout dit. Nous n'avions aucun secret l'un pour l'autre, confirmai-je. Alain croyait que votre brio analytique et votre jeu autodestructeur provenaient de la même source, un besoin de stimulation intense, d'enjeux suffisamment élevés pour vous faire ressentir quelque chose. Il voulait que vous appreniez des moyens plus sains de canaliser ce besoin. Dominique assez tat. Son expression suggérait qu'il réévaluait de nombreuses hypothèses sur son père, sur moi, sur lui-même. Votre première séance avec le docteur Royer est prévue pour demain à 16 h, continuai-je. Votre intégration avec l'équipe de développement commercial commence lundi à 8 h. Acceptez-vous ces conditions ? Après un long moment, il hocha la tête. Oui. Alors bienvenue au premier jour de votre apprentissage, dis-je en lui tendant la main. Votre père serait heureux. Alors que nous nous serrions la main, une agitation inattendue dans le bureau extérieur attira notre attention. La porte s'ouvrit brusquement pour révéler Amélie, les yeux rougis et l'apparence habituellement parfaite légèrement débraillée. Espèce de traître, cracha-t-elle à Dominique, m'ignorant complètement. Victor vient de me dire que tu travailles avec elle maintenant, après tout ce qu'elle a fait. Dominique se leva, son expression se durcissant. Après tout ce qu'elle a fait, comme quoi spécifiquement ? S'occuper de papa pendant ces derniers mois, gérer ses affaires avec succès, être préparé à chaque accusation sans fondement que Victor lui a lancée. Amélie parut déconcertée par la défense de son frère. Elle a manipulé papa pour qu'il change son testament. Elle a volé notre héritage. C'est ce que Victor et maman t'ont raconté ? Demanda Dominique avec une douceur surprenante. As-tu lu le testament toi-même, Amélie ? La lettre détaillée que papa a écrite pour expliquer ses décisions. J. balbutia-t-il. Victor l'a résumé. Je n'en doute pas, répondit sèchement Dominique. A seat's toy, Amélie. Il y a des choses que tu dois comprendre. À ma grande surprise, elle obtempéra, prenant la chaise à côté de son frère tout en continuant d'éviter de me regarder directement. Papa n'a pas été manipulé, expliqua Dominique, le ton mesuré. Il était déçu de nous tous. La structure qu'il a créée est sa tentative de nous aider à devenir meilleurs que nous n'avons été. J'ai passé la semaine dernière à tout examiner, et même si je déteste l'admettre, il avait raison. Nous ne sommes pas prêts à gérer son héritage de manière responsable. Les yeux d'Amélie se tournèrent enfin vers moi, puis de nouveau vers son frère. Alors, tu abandonnes ? Tu acceptes son contrôle sur tout ? J'accepte une opportunité d'apprendre, corrigea-t-il. De prouver que je peux être ce que papa croyait que je pouvais être avec les bons conseils. Tu pourrais faire de même. En te soumettant à ces conditions ? Demanda Amélie, incrédule. En la laissant dicter ma vie ? Je décidai qu'il était temps de parler. Les conditions ne sont pas les miennes, Amélie. Ce sont celles de votre père, et elles sont spécifiquement adaptées à chacun de vous en se concentrant sur vos forces et vos défis uniques. Que savez-vous de mes forces ? Ricana-t-elle, s'adressant enfin directement à moi. Je sais que vous avez un talent remarquable en tant que designer que vous n'avez jamais pleinement développé parce que vous avez eu trop peur de l'échec, répondis-je calmement. Je sais que vous avez quitté l'ANSA 6 mois avant d'obtenir votre diplôme parce qu'un professeur a critiqué votre projet de thèse.
Je sais que vous avez lancé et abandonné 4 entreprises de design différentes au cours des 8 dernières années, chaque fois que le travail devenait difficile. Son visage s'empourpra d'un mélange de colère et d'embarras. Vous ne savez rien de moi. Votre père vous connaissait? Répliquai-je doucement. Il croyait en votre vision créative. Il a également reconnu votre tendance à abandonner les projets lorsqu'ils exigeaient un effort soutenu face aux difficultés. Je cherchai dans mon bureau et en sortis un 3e portefeuille, celui qu'Alain et moi avions préparé pour Amélie, bien que j'ai eu peu d'espoir de l'utiliser si tôt. Ceci contient le plan de développement que votre père a créé spécifiquement pour vous, expliquai-je, en le plaçant sur le bureau à sa portée. Il comprend un financement et un mentorat pour que vous terminiez vos études, suivi d'un rôle de refonte de propriété clé de Dubois Immobilier pour mettre en valeur vos talents. La composante de croissance personnelle consiste à travailler avec le Dr Royer sur votre peur de l'échec et votre tendance à abandonner les projets lorsqu'ils deviennent difficiles. Amélie fixa le portefeuille sans le toucher, visiblement en conflit. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui, dis-je, reconnaissant son besoin d'espace pour réfléchir. Contrairement à Victor, vous n'avez pas entrepris d'action hostile qui nécessite une réponse immédiate. Vous avez le temps de considérer vos options. Victor dit que vous allez vendre les propriétés de papa, dit-elle, sa voix plus faible qu'auparavant. Que vous rencontrez déjà des acheteurs potentiels. Je secouai la tête. Un autre mensonge. J'ai annulé 3 réunions distinctes que Victor avait organisées avec des promoteurs intéressés par le démantèlement de Dubois Immobilier. Votre père a bâti cette entreprise pour qu'elle dure des générations, pas pour être démantelée pour un profit rapide. Cette information la surprit clairement. Elle jeta un coup d'œil à Dominique qui hocha la tête en confirmation. C'est vrai. J'ai vu les dossiers, dit-il. Victor explorait la vente de certaines parties du portefeuille bien avant la mort de papa. Elle a mis un terme à cela. Le récit soigneusement construit d'Amélie s'effondrait visiblement. Elle tendit la main avec hésitation vers le portefeuille, l'ouvrant pour en parcourir le contenu. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les plans détaillés que son père avait créés, des plans qui prenaient ses aspirations en matière de design plus au sérieux que sa famille ne l'avait jamais fait. Il pensait vraiment que je pouvais faire ça? Demanda-t-elle doucement, regardant une section décrivant un projet de vitrine potentiel réimaginant le hall de l'immeuble Dubois. Il croyait en vous complètement, confirmai-je. Il a juste reconnu que, comme la plupart des gens, vous avez besoin de structure et de soutien pour atteindre votre potentiel. Elle referma le portefeuille, le serrant contre sa poitrine en se levant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, répondis-je. Ma porte est toujours ouverte. Après son départ, Dominique expira lourdement. C'était inattendu. Votre sœur a toujours été plus réfléchie qu'elle n'en a l'air, observai-je. Elle a juste été éclipsée par la domination de Victor et... Votre intellect? Pensez-vous qu'elle acceptera les conditions? Je considérai la question attentivement. Je pense qu'elle est plus tentée qu'elle ne s'y attendait. Votre soutien a fait une différence. Elle fait plus confiance à votre jugement qu'au mien. Dominique hocha lentement la tête. Un de fait, un qui réfléchit, un qui reste. Victor sera le vrai défi. Votre père disait que Victor ne changerait jamais avant de toucher le fond, admis-je. Il a prédit que nous devrions peut-être laisser cela se produire naturellement. Victor ne croit pas au fond du gouffre, dit sombrement Dominique. Il croit qu'il faut se battre jusqu'à obtenir ce qu'il veut, quel qu'en soit le coût. Comme si notre discussion l'avait invoqué, mon téléphone vibra avec un message de Maître Bernard. Victor vient de déposer une nouvelle action. Plainte pour malversation financière. Allégation grave. Appelez immédiatement. Je montrai le message à Dominique qui ferma brièvement les yeux de frustration. Et ça recommence. Qu'allez-vous faire? Exactement ce que votre père m'a préparé à faire, répondis-je en prenant le téléphone. Répondre à chaque attaque avec des preuves calmes, sans jamais m'abaisser à son niveau, tout en gardant la porte ouverte à la réconciliation quand il sera enfin prêt. En composant le numéro de Maître Bernard, je surpris Dominique qui me regardait avec un respect nouveau. Peut-être qu'Alain avait eu raison depuis le début. Ce processus douloureux pourrait finalement guérir sa famille fracturée, bien que le chemin soit bien plus difficile que nous ne l'avions tous imaginé. Chaque interaction était une pièce sur l'échiquier qu'Alain avait méticuleusement mis en place, et je commençais à voir les contours de sa stratégie finale se dessiner. La nouvelle attaque de Victor se présenta sous la forme d'une plainte officielle déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers, AMF, alléguant une mauvaise gestion des actifs de la fiducie, des opérations à son propre profit et un manquement à fournir une comptabilité en bonne et due forme aux bénéficiaires. Les allégations étaient méticuleuses dans leur construction, juste assez plausibles pour nécessiter une enquête formelle, mais fondamentalement sans fondement, comme Maître Bernard me l'assura rapidement. C'est une plainte vexatoire, expliqua-t-il lors de notre réunion d'urgence cet après-midi-là. Conçue pour déclencher un processus d'examen automatique qui restreindra temporairement certains pouvoirs de la fiduciaire pendant que l'enquête se déroule. Quel pouvoir spécifiquement? Demandai-je, en maintenant le calme qu'Alain avait toujours admiré.
Principalement la capacité de prendre des décisions d'investissement majeures ou des transactions immobilières importantes sans l'approbation du tribunal, répondit Maître Bernard. Victor espère probablement que cela entravera votre capacité à gérer efficacement la fiducie, créant ainsi des munitions pour de nouvelles contestations judiciaires. Il ne réalise pas que nous avons anticipé ce coup exact, observai-je, en ouvrant mon ordinateur portable pour accéder à un dossier sécurisé qu'Alain et moi avions préparé. Document de stratégie 7, je crois. Maître Bernard sourit légèrement alors que je trouvais le fichier pertinent. L'approche catégorique d'Alain en matière de planification d'urgence continue de m'impressionner, même au-delà de la tombe. Le document contenait notre réponse prédéterminée aux défis réglementaires, avec des divulgations financières pré-rédigées, des mesures de transparence qui dépassaient les exigences légales et une stratégie de communication pour répondre publiquement aux allégations. Nous devrons accélérer l'examen trimestriel de la fiducie, notez-je en parcourant le document, et nous préparer pour l'entretien réglementaire la semaine prochaine. Deja Program, confirma Maître Bernard. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Victor a engaged Patricia Westmoreland. Le nom me fut immédiatement familier. Une spécialiste notoire de la gestion de crise, connue pour ses campagnes médiatiques agressives qui jugeaient souvent les affaires sur la place publique avant même qu'elles n'atteignent les tribunaux. Donc, nous devons nous attendre à une offensive publicitaire, conclus-je. Presque certainement. L'approche standard de Westmoreland est de contrôler le récit par des fuites stratégiques et des articles soigneusement placés qui présentent son client comme la victime d'une injustice. Alain s'était préparé à cela aussi, dis-je, en affichant un autre document, bien qu'il ait espéré que ce ne serait pas nécessaire. Le fichier contenait une stratégie médiatique complète, y compris des déclarations préécrites répondant aux allégations potentielles, et surtout, un dossier détaillé des échecs commerciaux, de la mauvaise gestion financière et des indiscrétions personnelles de Victor qui pourraient être publiées si absolument nécessaire. C'est assez complet, observa Maître Bernard en examinant le matériel, bien que son utilisation brûlerait certainement tous les ponts avec Victor de façon permanente. C'est pourquoi c'est notre dernier recours, acquiesçai-je. Alain voulait laisser une place à la réconciliation si possible. Cela la rendrait presque impossible. Après le départ de Maître Bernard, je restai seul dans le bureau d'Alain à la maison, entouré des préparatifs minutieux que nous avions faits ensemble pendant ces derniers mois. L'agenda en cuir sur son bureau contenait encore des notes de son écriture de plus en plus tremblante, des calculs stratégiques, des aperçus psychologiques sur ses enfants, des plans d'urgence pour chaque scénario qu'il pouvait anticiper. Tu savais exactement comment il réagirait, murmurai-je à son fauteuil vide. Chaque mouvement, chaque contre-mouvement. Ce qu'Alain n'aurait pas pu anticiper, c'était à quel point ce conflit constant deviendrait usant. Le tribut émotionnel d'être vilipendé par les enfants de l'homme que j'avais si profondément aimé. L'épuisement d'être toujours sur ses gardes contre la prochaine attaque. Mon téléphone sonna, interrompant ses pensées. Étonnamment, l'identifiant de l'appelant affichait le nom d'Amélie. « Vous l'avez vu » demanda-t-elle sans préambule quand je répondis. « La plainte de Victor à l'AMF » ? « Oui, j'ai été briefée. »« Non » répondit-elle, sa voix inhabituellement tendue. « L'article dans les Échos. Il vient d'être mis en ligne. » J'ouvris rapidement ma tablette et trouvai le site web de la publication. Le titre me serra l'estomac. Guerre de famille Dubois, la prise de pouvoir de la veuve menace l'empire hérité. L'article était un chef-d'œuvre d'insinuation et de présentation sélective des faits, techniquement exact dans des détails spécifiques tout en peignant une image globale complètement déformée. Il me décrivait comme une ancienne cadre financière qui avait rapidement accédé au contrôle de la fortune Dubois après un bref mariage avec le patriarche malade. Victor était largement cité, se positionnant comme le fils dévoué luttant pour protéger l'héritage de son père de l'exploitation. Ce n'est que le début, m'avertit Amélie. Victor m'a montré la stratégie médiatique de Westmoreland. Il y a des articles prévus dans au moins 5 autres publications, chacun pire que celui-ci. Il va faire table rase, Hélène. Son utilisation de mon prénom, une première depuis la mort d'Alain, me frappa même à travers le choc du contenu de l'article. « Pourquoi me dites-vous cela » demandai-je prudemment. Une pause. « Parce que c'est mal » dit-elle finalement. J'ai lu la lettre de papa, la vraie, pas la version résumée de Victor. J'ai examiné le plan de développement que vous m'avez montré. Quoi que je pense de la structure du testament, cette diffamation publique n'est pas juste. C'était la première prise de position morale d'un des enfants d'Alain en ma faveur. Une petite fissure dans le front uni contre moi. Merci pour l'avertissement, dis-je, sincèrement touché par son intégrité inattendue. Victor ne sait pas que je vous appelle, ajouta-t-elle. Il pense que je suis toujours complètement de son côté. Et l'êtes-vous ? Demandai-je directement. Une autre pause. Je reconsidère ma position. Dominique semble penser que le plan de papa a du mérite, et je commence à voir pourquoi. C'était un progrès au-delà de ce que j'avais osé espérer si tôt. Envisageriez-vous une rencontre officielle pour discuter de votre plan de développement ? Sans engagement, juste une conversation.
Oui, répondit-elle après une brève hésitation, mais pas au bureau. Quelque part de privé. Nous convînmes de nous rencontrer le lendemain après-midi dans un café tranquille, loin du quartier des affaires où nous avions peu de chances d'être reconnus. Après avoir terminé l'appel, je téléphonai immédiatement à maître Bernard pour le mettre au courant de l'attaque médiatique et de l'approche inattendue d'Amélie. Cela change notre approche, observa-t-il. Avec Amélie qui pourrait potentiellement rompre les rangs, Victor perd un levier important. Le récit des enfants unis contre une belle-mère manipulatrice s'effondre. Nous devons répondre à l'article sans escalader le conflit public, dis-je, réfléchissant aux implications. Quelque chose de mesuré qui aborde les fausses déclarations sans créer plus de drame. D'accord. Je rédigerai une déclaration axée sur les faits juridiques et les intentions documentées d'Alain. En attendant, ce développement avec Amélie est prometteur. Après avoir raccroché, je retournai à l'article des Échos, le lisant plus attentivement maintenant que le choc initial était passé. Entre les lignes des accusations de Victor, je pouvais déceler la main d'un maître manipulateur, l'approche calculée de Patricia Westmoreland pour façonner l'opinion publique. L'article soulignait spécifiquement mon statut d'étrangère, mon bref mariage avec Alain, omettant commodément que 8 ans ne sont guère une relation éphémère, et mon prétendu manque de lien avec l'héritage Dubois. Ce qu'il ne mentionnait pas, c'était ma carrière de 30 ans dans la gestion financière, les souhaits méticuleusement documentés d'Alain, ou les protections juridiques étendues qu'il avait mises en place pour s'assurer que ses intentions soient honorées. Mon téléphone sonna de nouveau. Dominique cette fois. Je suppose que vous avez vu l'article à charge, dit-il quand je répondis. Oui, et j'ai entendu par Amélie ce qui s'en vient d'autre. Elle vous a appelé? La surprise Calora essay voix. C'est inattendu. Victor pense qu'elle est fermement dans son camp. Les gens peuvent vous surprendre, répondis-je. Surtout quand on leur donne l'espace de penser par eux-mêmes. Victor fait une erreur avec cette campagne médiatique, observa Dominique. C'est trop agressif, trop public. La plainte réglementaire avait au moins un vernis de préoccupation légitime. Ceci n'est que de la diffamation. Votre père avait prédit que Victor finirait par en faire trop, dis-je. Il croyait que lorsqu'il était acculé, Victor choisissait toujours l'escalade plutôt que la retraite stratégique. Papa nous connaissait bien, reconnut Dominique avec une pointe d'admiration ironique. Parfois mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Après avoir raccroché, je me tins à la fenêtre du bureau d'Alain, mon bureau maintenant, regardant les jardins soigneusement entretenus qui lui avaient procuré tant de plaisir dans ces dernières années. Le patrimoine que Victor était si désespéré de contrôler n'avait jamais été une question de richesse ou de statut pour Alain. Il représentait quelque chose qu'il avait construit à partir de rien, un héritage de création plutôt que de consommation. L'ironie ne m'échappait pas que les qualités mêmes qu'Alain avait espéré inculquer à ses enfants à travers son testament soigneusement structuré étaient les mêmes qualités que Victor démontrait manquer à travers ses attaques de plus en plus désespérées, la sagesse de savoir quelle bataille valait la peine d'être menée, la patience de construire plutôt que de détruire, l'intégrité de chercher la vérité plutôt que des récits commodes. Alors que les ombres du soir s'allongeaient sur le jardin, je pris une décision. Il était temps de mettre en œuvre un autre aspect du plan d'Alain. Un que nous avions espéré ne pas être nécessaire, mais qui semblait maintenant inévitable étant donné l'escalade de Victor. Je pris le téléphone et composai un numéro que j'avais mémorisé mais jamais utilisé. Monsieur Leclerc, ici Hélène Dubois. Je crois que mon mari, Alain, a discuté d'une situation possible avec vous avant son décès. Oui, c'est exact. Il semble que nous ayons atteint ce point. Pourrions-nous nous rencontrer demain matin? Thomas Leclerc avait été l'enquêteur le plus fiable d'Alain pendant sa carrière. Un ancien de la police judiciaire spécialisé dans la délinquance en col blanc et les crimes financiers. Alain l'avait engagé spécifiquement pour cette éventualité, bien que nous ayons tous deux espéré que les attaques de Victor ne nécessiteraient jamais une contre-mesure aussi spectaculaire. En raccrochant, je ressentis une profonde tristesse que les choses en soient arrivées là, contrebalancée par ma détermination à honorer les souhaits d'Alain. Ses enfants méritaient la chance de développer leur potentiel. Mais cette opportunité ne pouvait pas se faire au détriment de l'héritage qu'il avait confié à mes soins. Victor avait choisi l'escalade. Il allait maintenant apprendre que son père avait anticipé et s'était préparé à ce scénario exact, avec des conséquences qu'il ne pouvait absolument pas prévoir. Thomas Leclerc arriva précisément à 8 heures le lendemain matin. Son apparence était exactement telle qu'Alain l'avait décrite, impeccablement vêtu d'un costume conservateur qui suggérait à la fois le service public et la discrétion du secteur privé. À 65 ans, ses cheveux argentés et son visage buriné projetaient la confiance, tandis que ses yeux vifs ne manquaient rien en inspectant le bureau d'Alain. Madame Dubois, me salua-t-il avec une poignée de main ferme. Alain parlait en termes très élogieux de vous lors de nos préparatifs. Il disait que vous possédiez, et je cite, une grâce sous pression qui impressionnerait un vétéran du combat. Alain avait le don de l'hyperbole, répondis-je avec un petit sourire, lui faisant signe de s'asseoir. Mais j'apprécie le sentiment. Veuillez prendre place. Leclerc posa sa mallette en cuir sur la table basse entre nous.
Alain m'a briefé en détail sur les scénarios potentiels qui pourraient nécessiter mon intervention. D'après notre conversation d'hier, je comprends que nous sommes face au scénario C, des attaques publiques agressives couplées à des contestations réglementaires. Correct, confirm AJE. Victor est allé plus loin que nous l'espérions, en engageant Patricia Westmoreland pour une campagne médiatique conçue pour saper ma crédibilité et ma légitimité en tant que fiduciaire. Leclerc hocha la tête d'un air sombre. Je connais bien les tactiques de Westmoreland. Créer assez de fumée pour suggérer un incendie. Contrôler le récit par des placements médiatiques stratégiques. Appliquer une pression publique pour forcer des concessions. Précisément. Le premier article a paru hier dans les Échos. Selon Amélie, au moins 5 autres sont prévus, chacun progressivement plus dommageable. Leclerc ouvrit sa mallette et en sortit un mince dossier. Alors, il est temps de mettre en œuvre les contre-mesures autorisées par Alain. Il a été très spécifique sur la séquence et le calendrier. Il me tendit le dossier, qui contenait un rapport d'enquête détaillé sur les activités commerciales de Victor au cours des 5 dernières années. En parcourant le contenu, mon estomac se serra de consternation. Est-ce vérifié? Demandai-je, levant les yeux d'une section particulièrement troublante détaillant un détournement de fonds d'une coentreprise. Triplement vérifié avec des Documents, confirma Leclerc. Alain m'a fait enquêter de manière approfondie mais discrète après que l'investissement du groupe Riviera ait soulevé des drapeaux rouges. Tout dans ce rapport tiendrait devant un tribunal. L'étendue de la mauvaise conduite financière de Victor était à couper le souffle. Fausses déclarations aux investisseurs, détournement de fonds de partenariat, irrégularité fiscale, et même un problème de jeu soigneusement dissimulé qui rivalisait avec celui de Dominique en ampleur, sinon en nature. Alors que Dominique cherchait la montée d'adrénaline des jeux à gros enjeux, Victor avait fait des paris commerciaux de plus en plus risqués avec l'argent des autres. Alain savait tout ça? Demandai-je, peinant à concilier les preuves détaillées devant moi avec le fait que mon mari n'avait jamais pleinement partagé l'étendue des transgressions de Victor. Il le savait, confirma Leclerc. Cela lui a brisé le cœur, mais il avait besoin de comprendre exactement à quoi il avait affaire. Ce rapport a été achevé 3 mois avant sa mort. Pourquoi n'a-t-il pas confronté Victor directement? L'expression de Leclerc s'adoucit légèrement. Il était mourant, Madame Dubois. Il a choisi de concentrer l'énergie qui lui restait à créer une structure qui pourrait éventuellement aider Victor plutôt que de s'engager dans une confrontation qui n'aurait probablement fait qu'enraciner ses comportements autodestructeurs. Je hochai lentement la tête, reconnaissant la pensée stratégique d'Alain. Le jeu à long terme qu'il jouait, même alors que son propre temps s'écourtait. Que veut-il que je fasse de ces informations? Demandai-je, bien que je soupçonne que je connaissais déjà la réponse. Alain a été explicite sur la séquence, expliqua Leclerc. D'abord, une rencontre privée avec Victor, lui offrant une dernière opportunité de cesser les hostilités et de s'engager de manière constructive dans le plan de développement. Si cela est rejeté, une réunion avec les 3 enfants où les conclusions sont divulguées, donnant à Victor une chance de reconnaître ses actions devant ses frères et sœurs avant qu'elles ne soient plus largement connues. Ce n'est que si ces 2 approches échouent que les informations sont transmises aux autorités réglementaires, en dernier recours, aux médias pour contrer la campagne de Westmoreland. L'approche graduée était typique d'Alain, mesurée, stratégique, permettant de multiples opportunités de correction de trajectoire avant des conséquences irréversibles. Même maintenant, il essayait de sauver son fils de lui-même. Je vais devoir rencontrer Victor immédiatement, décidai-je, avant que le prochain article médiatique prévu n'apparaisse. Leclerc vérifia sa montre. J'ai pris la liberté d'arranger cette possibilité. Victor est actuellement au Cercle de l'Union pour sa session de squash habituelle du jeudi matin. Il termine généralement vers 9h30 et prend un café dans le salon des membres. Je pourrais avoir une voiture qui vous attend. Je haussai un sourcil à ce niveau de surveillance détaillée. Alain a autorisé une surveillance continue uniquement des habitudes de base et des déplacements publics, m'assura Leclerc. Rien d'envahissant, juste assez pour faciliter les interactions nécessaires lorsque le temps pourrait être essentiel. 45 minutes plus tard, j'étais assise dans un coin tranquille du salon des membres du Cercle de l'Union, observant Victor entrer dans sa tenue d'après-entraînement. Il se figea un instant en me voyant, puis se ressaisit et s'approcha de ma table avec une nonchalance calculée. « Vous me suivez maintenant ?» demanda-t-il, son ton suggérant un amusement masquant l'irritation. « Je profite simplement de schémas prévisibles, répondis-je d'un ton égal. Nous devons parler, Victor, en privé et de toute urgence. Je n'ai rien à vous dire que mes avocats ne puissent communiquer plus efficacement, répliqua-t-il, faisant signe à un serveur pour un café. Je posai le dossier de Leclerc sur la table entre nous. Cette conversation a lieu ici en privé, ou elle a lieu devant vos frères et sœurs, ou elle a lieu devant les autorités réglementaires. Ce sont les options qu'Alain a définies. La mention du nom de son père dans ce contexte attira l'attention de Victor. Ses yeux se plissèrent alors qu'il étudiait le dossier sans marque. Qu'est-ce que c'est censé être? Tout, dis-je simplement. Les détournements du groupe Riviera,
les montages fiscaux du développement du lac, les comptes non déclarés aux îles Caïmans, les dettes de jeu couvertes par les fonds des partenaires. Le sang-froid soigneusement entretenu de Victor vacilla un instant, un éclair d'alarme authentique traversant ses traits avant qu'il ne se reprenne. La fiction créative ne vous aidera pas, Hélène. Tout ce que vous pensez avoir est documenté, vérifié et exploitable, terminez-je pour lui. Votre père a tout fait enquêter avant de mourir, Victor. Il savait tout. Cette révélation, qu'Alain connaissait toute l'étendue de sa mauvaise conduite, sembla frapper Victor plus durement que la menace de divulgation elle-même. Il s'affaissa lentement dans le fauteuil en face de moi, la façade confiante s'effritant. Pourquoi ? Demanda-t-il finalement. Pourquoi m'aurait-il fait enquêter comme un criminel ordinaire ? Parce qu'il vous aimait, répondis-je sincèrement. Parce qu'il voulait comprendre toute l'étendue du problème avant de créer une solution. La structure de la fiducie, le plan de développement, les conditions. Ce n'était pas une punition, Victor. C'était sa tentative de vous aider à corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Victor fixa le dossier, ne le touchant pas, mais incapable de détourner le regard. Et maintenant, vous l'utilisez pour me faire chanter. Non, corrigez-je fermement. Je vous offre exactement ce qu'Alain voulait que vous ayez, un choix. Mettez fin à la campagne médiatique. Retirez la plainte réglementaire. Engagez-vous dans le plan de développement qu'il a créé spécifiquement pour vous. Ou faites face aux conséquences de la révélation de vos actions, d'abord à vos frères et sœurs, puis aux autorités si nécessaire. Vous bluffez, dit-il, mais sans conviction. Vous ne risqueriez pas de traîner le nom du bois dans ce genre de scandale. Alain a été explicite sur ses priorités, répondis-je. L'intégrité à long terme de son héritage l'emporte sur les préoccupations de réputation à court terme. Il croyait que parfois, la guérison nécessite d'inciser la plaie, aussi douloureux que soit le processus. L'expression de Victor se durcit, mais je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. L'évaluation rapide des options, des risques et des résultats potentiels qu'il avait rendus à la fois brillants et dangereux dans les affaires. J'ai besoin de temps pour examiner ma position, dit-il finalement. Vous avez jusqu'à demain 17h, l'informai-je en me levant pour partir. Après cela, je rencontrerai Dominique et Amélie pour partager ces informations comme Alain l'a ordonné. Alors que je m'éloignais, laissant délibérément le dossier sur la table, j'entendis Victor m'interpeller. Il s'était vraiment préparé à tout, n'est-ce pas ? Même à ça. Je me retournai brièvement. Votre père vous comprenait mieux que vous ne l'avez jamais cru, Victor. Il s'est préparé à cette conversation parce qu'il savait que ce pourrait être votre dernière chance de choisir la croissance plutôt que la destruction. En quittant le club, je ne ressentis aucune de la satisfaction que Victor aurait pu imaginer. Il n'y avait que de la tristesse pour la relation brisée entre un père et son fils qui avait conduit à ce moment, et un espoir prudent que peut-être, confronté aux pleines conséquences de ses actions, Victor pourrait enfin commencer le difficile voyage pour devenir l'homme qu'Alain avait toujours cru qu'il pouvait être. À 16h55 le lendemain après-midi, j'avais préparé le bureau d'Alain pour ce qui promettait d'être l'une des réunions de famille les plus difficiles de toute cette épreuve. Dominique était arrivé 15 minutes en avance, son expression grave, après que je l'ai informé de la nature générale des informations qui allaient être partagées. Amélie arriva quelques instants plus tard, clairement confuse par la convocation urgente, mais obtempérant néanmoins. La seule question était de savoir si Victor se présenterait ou me forcerait la main concernant la divulgation de ses malversations financières. À 17h précise, alors que je me préparais à commencer sans lui, Victor entra dans le bureau. Son apparence était impeccable comme toujours, mais les cernes sous ses yeux suggéraient une nuit blanche passée à se débattre avec la décision qui se présentait à lui. Merci à tous d'être venus, commençai-je une fois que tout le monde fut assis. Victor et moi avons eu une conversation hier qui nécessite cette réunion de famille. Victor leva légèrement la main, m'interrompant. Avant que vous ne continuiez, j'ai quelque chose à dire. Sa voix n'avait rien de sa confiance agressive habituelle. J'ai retiré la plainte réglementaire déposée contre Hélène en tant que fiduciaire. J'ai également mis fin au service de Patricia Westmoreland et annulé la campagne médiatique prévue. Cette annonce surprit clairement ses frères et sœurs. Les sourcils de Dominique se haussèrent légèrement tandis qu'Amélie regardait entre son frère et moi avec une confusion évidente. Qu'est-ce qui se passe ? Demanda-t-il. Hier, tu me disais qu'il fallait se battre plus fort. Qu'est-ce qui a changé ? Victor croisa brièvement mon regard, une question silencieuse passant entre nous. Je hochai légèrement la tête, lui laissant l'espace de présenter la situation avec ses propres mots. Papa savait des choses sur mes affaires que je pensais privées, dit-il prudemment. Hélène a accès à ces informations maintenant. Elle m'a offert un choix, m'engager dans le plan de développement de papa ou faire face aux conséquences de la divulgation de ces informations. Tu acceptes les conditions à cause d'un chantage ? Demanda Amélie, incrédule. Ce n'est pas du chantage, corrigea Victor avec une franchise surprenante. C'est de la responsabilité. Il y a une différence. Dominique étudia son frère avec une nouvelle appréciation. Ces affaires, sont-elles graves ?
Le rire de Victor n'avait aucune once d'humour. Assez grave pour que, si elles étaient rendues publiques, je ferais probablement face non seulement à des sanctions civiles, mais aussi à des poursuites pénales. Papa a tout fait enquêter avant de mourir. Chaque raccourci, chaque fausse déclaration, chaque solution comptable créative. Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Amélie avait l'air accablée tandis que l'expression de Dominique suggérait qu'il réévaluait rapidement de nombreuses interactions passées. « Tu savais ça » demanda Amélie à Dominique, l'air accusateur. « C'est pour ça que tu as changé de camp si vite » ? Je ne savais rien des problèmes professionnels de Victor, répondit Dominique d'un ton égal. J'ai accepté les conditions de papa parce que j'ai réalisé qu'il avait raison sur mes propres problèmes, le jeu, l'addiction au risque. J'avais besoin de la structure qu'il a créée. Je décidai qu'il était temps de recentrer la conversation. Le but d'Alain n'a jamais été l'exposition publique ou la punition, expliquai-je. Même maintenant, les détails des actions de Victor restent privés. Ce qui compte, c'est le choix qu'il fait maintenant. Qui est quoi, exactement? Insista Amélie. Victor se redressa légèrement, un éclair de son ancienne confiance revenant, bien que tempéré par quelque chose de nouveau. Peut-être de l'humilité. J'accepte le plan de développement de papa. En entier. La surveillance financière, la formation en éthique des affaires, les séances de thérapie, le retour structuré aux responsabilités de gestion. La nature globale du plan d'Alain pour Victor devint enfin claire pour ses frères et sœurs. Loin d'être simplement punitif, c'était un programme de réhabilitation soigneusement conçue, abordant les défauts de caractère et les schémas comportementaux spécifiques qui avaient conduit à sa mauvaise conduite. « Alors, nous nous rendons tous les trois » demanda Amélie, regardant entre ses frères avec perplexité. « Pas se rendre » corrigea Dominique. « Grandir, enfin » Victor hocha lentement la tête en signe d'accord. Peut-être la première fois que l'aîné des Dubois reconnaissait la perspective de son frère cadet comme valide. « Et vous » Amélie se tourna vers moi. « Vous obtenez tout ce que vous vouliez. Le contrôle de l'Empire. » Nous tous sautant à travers des cerceaux pour votre approbation. Je la regardai droit dans les yeux. Ce que je voulais, c'était honorer les souhaits d'Alain, Amélie. Rien de plus, rien de moins. Le contrôle est temporaire et conditionnel. Les cerceaux, comme vous les appelez, sont des opportunités que votre père a créées parce qu'il croyait en votre potentiel, même lorsque vos actions le décevaient profondément. Et si nous remplissons toutes ces conditions, insista TL, si nous achevons ces plans de développement à votre satisfaction, alors chacun de vous obtient le contrôle de gestion de son héritage complet, comme Alain l'avait prévu, répondis-je simplement. Je me retire pour n'occuper qu'un rôle consultatif. La structure temporaire devient une indépendance permanente, gagnée plutôt que simplement accordée. Quelque chose dans mon ton a dû finalement percer le mur défensif d'Amélie. Elle m'étudia avec une nouvelle considération, voyant peut-être au-delà de l'étiquette de belle-mère pour la première fois. « Vous l'aimez vraiment, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. « Il ne s'agit pas de pouvoir ou d'argent pour vous. » Je l'aimais complètement, confirmai-je, laissant mon calme soigneusement entretenu s'adoucir légèrement. Il vous aimait tous. Même lorsque vos actions lui brisaient le cœur. Tout ce qu'il a créé, les conditions, les plans de développement, même les mesures d'urgence que Victor vient de connaître, venaient de cet amour. Un amour vache, peut-être, mais néanmoins sincère. Victor Assis racle la gorge. Quand est-ce que je commence le programme? Lundi matin, répondis-je. 9 heures avec le comité de révision éthique. 14 heures avec le docteur Royer pour votre évaluation psychologique initiale. Il hocha la tête, acceptant ces termes sans la résistance qui aurait été inimaginable quelques jours plus tôt. Et les informations sur mes activités commerciales? Elles restent scellées, à moins que vous n'abandonniez le plan de développement, dis-je. Alain a été très clair à ce sujet. Le but est la croissance, pas la punition. À la fin de la réunion, un changement inattendu s'était produit dans la dynamique familiale. Le front uni contre moi s'était complètement dissous, remplacé par un nouvel alignement timide, 3 enfants adultes commençant enfin à accepter la dernière tentative de leur père de guider leur développement, et une belle-mère qu'ils avaient détestée, maintenant prudemment considérée comme l'exécutrice de ses volontés plutôt qu'une ennemie à vaincre. Dominique s'attarda après le départ de ses frères et sœurs, se servant un verre du scotch qu'Alain avait toujours gardé dans le bureau. « Vous auriez pu commencer par les malversations de Victor, observa-t-il, faisant tournoyer pensivement le liquide ambré. L'exposer immédiatement, briser l'opposition dès le début. Ce n'était pas la manière d'Alain, répondis-je, déclinant le verre offert. Il croyait qu'il fallait donner aux gens des chances de faire de meilleurs choix avant de leur forcer la main. Compassion calculée, songea Dominique. Miséricorde stratégique. Il jouait le jeu à long terme, même lorsque son propre temps s'écourtait, acquiesçai-je. Il croyait qu'un changement significatif devait venir de l'intérieur, pas seulement de la pression extérieure. Dominique considéra cela, puis leva légèrement son verre. À papa, alors. Toujours à nous donner des leçons depuis.
L'au-delà. En regardant le deuxième enfant d'Alain, celui qui lui ressemblait le plus en apparence et en pensée analytique, je ressentis profondément que nous avions enfin franchi un cap. Non pas vers une harmonie instantanée ou une réconciliation artificielle, mais vers quelque chose de potentiellement plus précieux, une croissance authentique et un respect réticent. Victor aurait du mal avec les exigences humiliantes de son plan de développement. Amélie continuerait probablement à vaciller entre résistance et coopération en traitant ses sentiments compliqués. Dominique affronterait ses propres démons à travers le processus de guérison de son addiction. Rien de tout cela ne serait facile ou simple. Mais pour la première fois depuis la mort d'Alain, je pouvais voir un chemin qui pourrait réellement accomplir son dernier souhait. La transformation de ses enfants en les personnes qu'il avait toujours cru qu'ils pourraient devenir si on leur donnait la bonne structure, les bons conseils et les bonnes conséquences. Alors que le soir tombait sur le domaine du bois, je m'accordais un moment de connexion silencieuse avec la mémoire d'Alain. Les pièces bougent exactement comme tu l'avais prédit, murmurai-je à la pièce vide. J'espère seulement que la fin de la partie est ce que tu avais imaginé. 3 mois après la réunion de famille décisive, des changements subtils mais significatifs avaient commencé à se manifester dans la dynamique de la famille Dubois. La transformation la plus visible se situait au sein de l'entreprise familiale, où les 3 frères et sœurs maintenaient désormais une présence régulière à divers titres, Victor à la conformité juridique, Dominique à la stratégie financière, et Amélie au design et à la rénovation de propriétés clés. Les rapports de progression hebdomadaires des chefs de département, des thérapeutes et des mentors dressaient un tableau complet de leurs parcours individuels. Chacun était distinct par nature, mais collectivement, ils évoluaient dans une direction positive, bien qu'à des vitesses différentes. Dominique avait embrassé son plan de développement le plus complètement. Il assistait religieusement aux réunions des joueurs anonymes tout en démontrant une aptitude naturelle pour le rôle de stratégie financière qu'Alain avait envisagé pour lui. Son esprit analytique, autrefois canalisé dans des jeux à haut risque, trouvait désormais une expression plus saine dans la modélisation commerciale complexe et les stratégies d'investissement pour Dubois Immobilier. Il s'épanouit, observa le docteur Royer lors de notre réunion de bilan mensuel. L'environnement structuré lui fournit la stimulation intellectuelle qu'il recherche sans la prise de risque autodestructrice. Alain avait prédit cette transition avec une précision remarquable. Les progrès d'Amélie avaient été plus irréguliers, mais néanmoins encourageants. Après avoir initialement abordé son rôle de designer avec scepticisme, elle avait trouvé une validation inattendue en voyant ses concepts mis en œuvre dans la rénovation du hall de l'immeuble Dubois, son premier projet achevé, qui avait reçu une couverture positive dans des publications d'architecture. La reconnaissance a été transformatrice pour sa confiance en elle, nota le docteur Royer. Pour la première fois peut-être, elle éprouve la satisfaction d'achever quelque chose de difficile plutôt que de l'abandonner lorsque des défis surgissent. Le parcours de Victor s'avéra le plus complexe, comme Alain l'avait anticipé. L'aîné des Dubois supportait mal la surveillance et le programme de réhabilitation structuré. Ses progrès étaient marqués par des périodes d'engagement sincère suivies de rechutes pleines de ressentiment. Pourtant, même lui montrait des signes de croissance authentique, en particulier après avoir terminé le programme de recyclage en éthique. Il développe une conscience des schémas qui ont conduit à sa mauvaise conduite, rapporta son mentor de programme. Cette prise de conscience est inconfortable pour lui, mais essentielle pour un changement durable. Sur le plan personnel, mes relations avec les enfants d'Alain avaient évolué de l'hostilité ouverte à une coopération fonctionnelle prudente. Dominique était devenu presque collégial lors de nos réunions de stratégie hebdomadaires. Amélie sollicitait occasionnellement mon avis sur des défis de design, bien qu'elle cadre toujours ses interactions en termes strictement professionnels. Même Victor maintenait un discours civil lors des sessions requises, son agressivité passée remplacée par une formalité réservée. Rien de tout cela ne constituait les liens familiaux chaleureux qu'Alain aurait pu espérer en fin de compte, mais cela représentait un progrès significatif par rapport à notre point de départ. Un progrès que je documentais soigneusement dans le journal que je tenais pour suivre la mise en œuvre de ses dernières volontés. Ce matin-là, alors que je passais en revue les derniers rapports en préparation des évaluations trimestrielles de la fiducie, Maître Bernard appela avec des nouvelles inattendues. Sylvie a déposé une requête pour une partie de la succession d'Alain, m'informa-t-il sans préambule. Elle prétend que des dispositions dans leur accord de divorce lui donnent droit à un soutien continu au-delà du règlement substantiel et de la pension alimentaire qu'elle a déjà reçue. Je soupirai, peu surprise mais déçue. Alain avait prédit que son ex-femme pourrait éventuellement faire une telle réclamation, en particulier si elle observait que ses enfants commençaient à coopérer avec la structure de la fiducie. Quelle est sa base légale ? Demandai-je, anticipant déjà la réponse. Pratiquement inexistante, confirma Maître Bernard. L'accord de divorce était complet et final, sans aucune disposition pour des réclamations posthumes. Alain s'était assuré que son règlement était plus que généreux, spécifiquement pour empêcher de futures réclamations. Pourtant, elle poursuit quand même, observai-je. En effet, elle a engagé Martin Dixon,
Un plaideur agressif connu pour faire traîner les procédures afin de forcer des règlements, quel que soit le mérite juridique. Je suppose qu'Alain s'était préparé à cette éventualité également, demandai-je, en saisissant le classeur d'urgence que nous avions compilé ensemble. Page 42, section 3, confirma maître Bernard avec une pointe d'admiration. Alain a classé cela comme un scénario de nuisance prévisible plutôt qu'une menace sérieuse. Je trouvais la section pertinente qui décrivait notre stratégie de réponse, une défense juridique immédiate mais minimale, aucune offre de règlement quelles que soient les tactiques de retardement, et surtout, une transparence totale avec les enfants du bois concernant les actions de leur mère. Alain a été explicite sur cette dernière exigence, nota maître Bernard. Il croyait qu'il devait voir ce schéma de comportement clairement, sans amortissement ni interprétation. Je leur parlerai aujourd'hui, acquiesçai-je. Ensemble. Je pense que cela les affecte tous les trois de la même manière. Cet après-midi-là, les frères et sœurs Dubois étaient rassemblés dans la principale salle de conférence de l'entreprise, leurs expressions reflétant des degrés variables de curiosité et d'inquiétude face à cette réunion inattendue. Merci d'être venu à si court préavis, commençai-je, en distribuant des dossiers contenant les documents juridiques. Je vous ai demandé de venir car une situation est survenue qui vous affecte tous, et votre père a été explicite sur ma responsabilité de l'aborder en toute transparence. Victor examina les documents en premier, sa formation juridique lui permettant de saisir rapidement leur signification. Son expression s'assombrit alors qu'il passait le dossier à Dominique. Mère poursuit pour une partie de la succession de papa, résuma-t-il pour Amélie, qui parcourait encore le langage juridique dense, prétendant qu'elle a droit à un soutien. Continue malgré l'accord de divorce. Peut-elle faire ça? Demanda Amélie, regardant entre ses frères avec confusion. Je pensais que tout avait été finalisé il y a des années. Légalement, sa position est intenable, expliquai-je. Mais elle peut certainement créer des retards, des dépenses et une attention publique par un litige prolongé. Elle cherche un règlement pour nuisance, observa Dominique, son esprit analytique identifiant immédiatement la stratégie. Déposer des plaintes sans fondement, créer suffisamment de tracas pour que la payer pour qu'elle s'en aille devienne l'option la plus expédiente. Précisément, confirmai-je. Votre père a anticipé cette possibilité et a laissé des instructions spécifiques concernant notre réponse. Quelle est-elle? Demanda Victor, son ton neutre mais attentif. Un refus absolu de régler, quels que soient les retards ou les considérations de relations publiques, répondis-je. Alain croyait que céder à de telles tactiques ne ferait qu'encourager leur répétition. Les frères et sœurs échangèrent des regards, une communication silencieuse passant entre eux que je ne pouvais pas entièrement interpréter. Vous ne semblez pas surpris, observai-je attentivement. Dominique Sapira, Posentless Documents. Mère a tendance à considérer les ressources de papa comme un droit illimité. Le règlement du divorce était extraordinairement généreux. Plusieurs propriétés, des comptes d'investissement, une pension alimentaire mensuelle importante. Pourtant, elle s'est plainte à plusieurs reprises que ce n'était pas assez. Elle appelait ça sa compensation pour les années perdues, ajouta Amélie doucement, comme si leur mariage n'avait été qu'un arrangement commercial qui avait mal tourné. Victor, dont la relation avec Sylvie avait toujours semblé la plus forte, resta inhabituellement silencieux. Quand il parla enfin, ses mots avaient un poids inattendu. Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle explorait des options concernant la succession de papa, admis-il. Je le lui ai déconseillé, mais elle a balayé mes préoccupations, a dit que je devenais exactement comme lui. Apparemment, ce n'est pas un compliment à ses yeux. Cette révélation que Victor avait une connaissance préalable des intentions de Sylvie mais ne s'était pas aligné sur sa stratégie marquait un changement significatif dans son positionnement. 3 mois plus tôt, il se serait probablement coordonné avec sa mère contre moi. Maintenant, il reconnaissait au moins le caractère inapproprié de ses revendications. Comment souhaitez-vous procéder? Demandai-je, les incluant délibérément dans le processus de décision plutôt que de simplement mettre en œuvre unilatéralement les instructions d'Alain. Un autre échange silencieux passa entre les frères et sœurs avant que Dominique ne parle au nom du groupe. Nous soutenons la directive de papa. Pas de règlement, quels que soient les retards ou les tactiques. Victor hocha la tête en signe d'accord. La plainte de mère n'a aucun fondement juridique. Elle ne devrait pas être récompensée pour l'avoir déposée. Et nous ne voulons pas être entraînés à prendre parti publiquement, ajouta Amélie. Nous avons eu assez d'affaires de famille dans les journaux. Leur réponse unanime, la première fois que tous les trois s'alignaient sur une question importante depuis la mort d'Alain, suggérait des progrès au-delà de ce que les rapports trimestriels pouvaient capturer. Ils faisaient preuve d'un jugement indépendant plutôt que d'un positionnement réactif, privilégiant les principes aux personnalités. Merci pour votre clarté, dis-je, sincèrement impressionné par leur maturité en ce moment. Je vais demander à maître Bernard de procéder en conséquence. Alors que la réunion se terminait et qu'ils se préparaient à retourner à leurs responsabilités respectives, Victor s'attarda. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit-il une fois que ses frères et sœurs furent partis.
Mère m'a demandé des informations sur la structure de la fiducie et votre rôle. De fiduciaire. Elle cherchait des vulnérabilités, des moyens de contester votre autorité. J'étudiai attentivement le fils aîné d'Alain, notant le conflit évident dans son expression. Et que lui avez-vous dit? Que l'arrangement était juridiquement solide et que le contester serait contre-productif, répondit-il en me regardant droit dans les yeux. Je ne lui ai pas parlé de ma situation ni des plans de développement. J'ai seulement dit que papa avait créé une structure qui servait de multiples objectifs, y compris la protection de son héritage contre exactement ce genre de réclamation. Cette distanciation délibérée des tactiques de sa mère représentait peut-être la preuve la plus significative de la croissance de Victor. Il choisissait l'intégrité plutôt que l'alliance, les principes plutôt que l'opportunisme. Merci de me l'avoir dit, dis-je simplement, reconnaissant la difficulté qu'un tel choix a dû représenter pour lui. Victor hocha la tête une fois avant de se tourner pour partir, s'arrêtant à la porte avec une hésitation inhabituelle. Elle n'arrêtera pas avec cette plainte. La persistance a toujours été sa qualité la plus constante. Votre père le savait, l'assurai-je. Il s'était préparé en conséquence. En regardant le fils aîné d'Alain s'éloigner, sa posture plus droite, son pas plus déterminé que l'arrogance défensive qu'il avait maintenue les mois précédents, je ressentis une vague d'espoir que peut-être, la vision finale d'Alain pour sa famille pourrait réellement se réaliser, non pas par la coercition, mais par la croissance authentique qu'il avait toujours cru possible. Un an jour pour jour après la mort d'Alain, je me tenais seul dans la petite chapelle privée attenante au caveau familial du bois, arrangeant des roses blanches, ses préférées, en préparation de la cérémonie commémorative. L'espace tranquille offrait un moment de réflexion avant que la famille et les proches ne se rassemblent pour marquer cet anniversaire solennel. Tant de choses avaient changé en une seule année. La structure de la fiducie qui avait initialement créé tant de conflits s'était progressivement transformée en un cadre pour une croissance et un développement authentique. Les évaluations trimestrielles documentaient désormais des progrès mesurables plutôt que de la résistance, les 3 enfants du bois atteignant ou dépassant les critères qu'Alain avait établis. Victor avait achevé avec succès le programme d'éthique des affaires et dirigeait maintenant une division de conformité qu'il avait créée au sein de Dubois Immobilier, un rôle ironique mais approprié qui utilisait son expertise juridique tout en renforçant les principes qu'il avait précédemment contournés. Sa thérapie personnelle se poursuivait, abordant les insécurités profondes qui avaient motivé ses comportements les plus destructeurs. Dominique avait maintenu son abstinence du jeu pendant 9 mois consécutifs, canalisant son brio analytique dans une stratégie commerciale légitime. Sous sa direction, Dubois Immobilier s'était étendu sur 2 nouveaux marchés avec un risque calculé qui équilibrait croissance et stabilité, exactement l'approche qu'Alain avait espéré voir de son 2e enfant. Amélie avait peut-être montré la transformation la plus spectaculaire. Après le succès de son premier projet achevé, elle avait poursuivi des initiatives de design de plus en plus ambitieuses dans tout le portefeuille du bois, créant finalement une division de design dédiée au sein de l'entreprise. Elle était également retournée terminer ses études, rattrapant l'éducation abandonnée qui avait été l'une des plus grandes déceptions d'Alain. Quant à la contestation judiciaire de Sylvie, elle s'était déroulée exactement comme Alain l'avait prédit, agressive dans ses tactiques, mais fondamentalement sans fondement. Le tribunal avait récemment rejeté ses demandes avec préjudice, empêchant toute tentative future similaire. Sa défaite avait été complète, mais privée, comme Alain l'avait voulu, une conséquence sans humiliation inutile. Le bruit de pas interrompit mes réflexions. Je me tournai pour trouver les 3 enfants du bois entrant ensemble dans la chapelle. Une vision inattendue qui me prit momentanément au dépourvu. Nous pensions que vous seriez peut-être ici en avance, expliqua Dominique. Nous voulions un moment avant que les autres n'arrivent. J'acquiesçai, m'éloignant de l'hôtel pour leur laisser de l'espace avec la mémoire de leur père. À ma surprise, Victor s'approcha avec une petite boîte en bois. Je reconnus instantanément la cave à cigares chérie d'Alain, fabriquée en palissandre du Brésil et incrustée de ses initiales. Nous avons trouvé ça dans le placard du bureau de papa la semaine dernière, expliqua Victor, la plaçant soigneusement sur l'autel à côté des fleurs. Elle contient des lettres qu'il a écrites à chacun de nous, datées de 2 semaines avant sa mort, avec des instructions pour qu'elles soient lues le premier anniversaire de son décès. Il ne les a jamais mentionnées, dis-je doucement, sincèrement surprise. Même avec toute notre planification minutieuse, Alain avait maintenu des communications privées, des dernières pensées pour ses enfants qui n'appartenaient qu'à eux. Nous pensions que vous devriez être au courant, ajouta Amélie, son ton plus chaleureux que tous ceux qu'elle avait utilisés avec moi auparavant. Elle aide à expliquer certaines choses. Victor ouvrit la cave à cigares, révélant 3 enveloppes scellées, de manière inattendue, une 4e avec mon nom écrit de la main distinctive d'Alain. Celle-ci est pour vous, dit-il, me tendant la lettre inattendue. Nous ne savions pas qu'elle existait avant d'ouvrir la boîte. J'acceptai l'enveloppe avec des doigts tremblants, reconnaissant le poids de ce moment. Un dernier message de mon mari que je n'avais jamais anticipé. Voulez-vous être seul? Demanda Dominique, inhabituellement perspicace quant à la signification émotionnelle. Non, décidai-je après un moment.
Nous devrions les lire ensemble, en famille. Le mot famille resta suspendu dans l'air entre nous, un terme que je n'avais jamais appliqué à notre relation collective. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans cette chapelle tranquille un an après la mort d'Alain, il ne semblait pas entièrement déplacé. Chacun de nous prit sa lettre respective et trouva des bancs séparés, créant un espace pour une lecture privée tout en restant connecté dans l'expérience partagée. J'ouvris soigneusement le dernier message d'Alain pour moi. Ma très chère Hélène, si tu lis ceci, une année s'est écoulée depuis que je t'ai laissé avec le fardeau immense de mettre en œuvre mes dernières volontés. Te connaissant comme je te connais, tu as porté cette responsabilité avec la même grâce, la même intégrité et la même force tranquille qui m'ont fait tomber amoureux de toi. Tu as probablement fait face à une résistance au-delà même de ce que nous avions anticipé. Mes enfants peuvent être des adversaires redoutables lorsqu'ils se sentent menacés, une qualité que je reconnais de ma propre jeunesse. La leçon la plus difficile que j'ai jamais apprise est que parfois, ceux que nous aimons le plus ont besoin des plus grands défis pour atteindre leur potentiel. J'espère qu'à présent, tu vois des preuves que mon plan fonctionne. Que sous leurs sentiments de dû et leur colère, les personnes que j'ai toujours cru que mes enfants pouvaient devenir émergent. Sinon, maintiens le cap. La vraie croissance suit rarement notre calendrier préféré. Ce que je ne t'ai pas dit, que je n'ai pas pu me résoudre à dire même pendant que nous faisions nos plans minutieux, c'est à quel point je regrette profondément d'avoir eu à te mettre ce fardeau sur les épaules. Tu mérites la joie et la paix dans ta vie après moi, pas le conflit et la difficulté. Le fait que tu aies accepté cette responsabilité en sachant ce qu'elle impliquerait n'a fait que confirmer ce que je savais déjà, tu es la personne la plus remarquable que j'ai jamais connue. Aujourd'hui, alors que mes enfants lisent leurs propres lettres, ils apprennent quelque chose que j'aurais dû leur dire bien plus tôt. À quel point tu as été déterminante dans la création des plans de développement conçus pour les aider. Comment tu as défendu leur potentiel, même lorsque leur comportement envers toi était inexcusable. Comment tu as vu le meilleur d'eux-mêmes alors qu'ils te montraient le pire. Quelle que soit la relation qui existe maintenant entre toi et mes enfants, sache ceci, tu as honoré mes volontés avec plus de dévouement que je n'avais le droit d'en attendre. S'ils n'ont pas encore reconnu le don de tes conseils, cet échec est le leur, pas le tien. Tout mon amour pour toujours, Alain. Je pliai soigneusement la lettre, essuyant les larmes qui s'étaient formées sans y être invité. De l'autre côté de la chapelle, je pouvais voir les enfants d'Alain, tout aussi émus par les derniers mots de leur père. Victor était assis, la tête baissée, la lettre serrée dans ses mains. Dominique regardait vers le simple vitrail de la chapelle, clignant rapidement des yeux. Amélie ne fit aucune tentative pour cacher ses larmes, lisant à travers elle alors qu'elles tombaient sur le papier. Après plusieurs minutes de silence partagé, Victor parla le premier. Il m'a dit qu'il était fier de moi, dit-il, sa voix inhabituellement vulnérable. Malgré tout. Et que c'est vous qui aviez insisté pour que mon plan de développement inclue un chemin de retour au leadership, pas seulement à la conformité. Dominic Hokalatat. Ma lettre dit quelque chose de similaire. Que lorsqu'il voulait simplement me couper l'accès au fond, vous avez plaidé pour une réhabilitation structurée à la place. Que vous croyiez en mon potentiel, même lorsqu'il était le plus découragé. Amélie leva les yeux de sa lettre, les yeux rouges mais clairs. Il m'a dit que c'est vous qui aviez identifié mon talent pour le design comme quelque chose de sincère plutôt qu'un autre passe-temps abandonné. Que les opportunités de rénovation étaient votre idée. Je ne m'attendais pas à ce qu'Alain partage ces détails, les conversations privées où j'avais en effet plaidé pour des approches qui offraient la rédemption plutôt que la simple punition, la croissance plutôt que la simple conséquence. Votre père vous aimait profondément, dis-je simplement. Même lorsque vos actions le décevaient le plus profondément. Tout ce que j'ai fait, c'est l'aider à créer des structures qui reflétaient cet amour en termes pratiques. Mais nous vous avons terriblement traité, reconnut Amélie, exprimant ce qu'aucun d'eux n'avait directement abordé auparavant. Nous vous avons exclu des funérailles, contesté le testament, vous avons accusé de manipulation et pire encore. Et pourtant, nous sommes là, observez-je tranquillement. Tous avançant dans les directions qu'Alain espérait voir. C'est ce qui compte à la fin. Victor S.E. Rakla Lagorge. Les évaluations trimestrielles approchent. D'après les critères que papa a établis, nous avons tous les trois rempli les conditions pour assumer la gestion de nos héritages complets. C'était techniquement vrai. Un jalon atteint plus rapidement que ce qu'Alain ou moi avions anticipé. Les plans de développement avaient initialement projeté 18 à 24 mois pour leur achèvement. Pourtant, nous étions là, au bout d'un an, avec toutes les conditions mesurables satisfaites. Allez-vous approuver la transition ? Demanda directement Dominique, son esprit analytique allant droit à l'implication pratique. Je considérais la question attentivement, consciente de son importance. C'était le moment où je pouvais soit honorer la lettre du plan d'Alain en reconnaissant leurs conditions remplies, soit prolonger mon contrôle en trouvant des raisons de retarder la transition. Oui, dis-je finalement. J'autoriserai le transfert de l'autorité de gestion comme Alain l'avait prévu. Vous avez chacun rempli les conditions qu'il a établies. La transition devrait être achevée dans les 30 jours.
Le soulagement dans leurs expressions était évident, bien que tempéré par quelque chose que je n'avais pas prévu, l'incertitude. Et votre rôle à l'avenir? demanda Victor. Le plan de papa spécifiait un poste de conseillère. Si c'est quelque chose que vous trouveriez utile, répondis-je prudemment. La décision vous appartient maintenant. Les 3 frères et sœurs échangèrent des regards, une autre de ces communications silencieuses qui étaient devenues de plus en plus courantes à mesure qu'ils reconstruisaient leurs relations les uns avec les autres. Nous aimerions que vous restiez impliqués, dit Dominique, parlant apparemment pour eux tous. Votre expertise financière a été inestimable pour la croissance de l'entreprise cette dernière année. Et j'aurai besoin de votre avis sur la rénovation de Londres, ajouta Amélie. Si vous êtes d'accord. Victor hocha la tête en signe d'accord. Nous avons assez appris pour savoir combien il nous reste encore à apprendre. Vos conseils seraient appréciés. Alors que la porte de la chapelle s'ouvrait et que d'autres personnes en deuil commençaient à arriver pour la cérémonie commémorative, je ressentis un profond sentiment d'achèvement. Pas de la vision entière d'Alain peut-être, mais du cadre essentiel qu'il avait créé. Ses enfants avaient grandi au-delà de ce qu'ils avaient été, acceptant la responsabilité plutôt que de simplement attendre des privilèges. L'héritage qu'il appréciait le plus, non pas la richesse mais le caractère, avait pris racine dans la génération suivante. Plus tard, alors que je déposais des fleurs sur la tombe d'Alain tandis qu'une douce pluie commençait à tomber, je lui murmurai une dernière fois. Ils vont s'en sortir, mon amour. Différemment de ce que tu avais imaginé, peut-être, mais plus fort qu'il ne l'était. Ton dernier cadeau pour reprendre racine. Les gouttes de pluie se mêlèrent à mes larmes alors que je disais au revoir. Non pas à Alain, dont je porterai toujours la présence avec moi, mais au poids de la responsabilité que j'avais portée cette dernière année. La fiducie avait rempli son rôle. Les enfants avaient trouvé leur chemin, et j'avais tenu ma dernière promesse à l'homme qui les avait assez aimés pour les défier, même depuis l'au-delà. En me retournant pour partir, je trouvai les 3 frères et sœurs Dubois attendant respectueusement à distance, unis, non plus contre moi maintenant, mais dans le souvenir partagé de leur père. Lorsqu'ils s'approchèrent pour déposer leurs propres hommages sur la tombe d'Alain, je m'écartai pour leur laisser de l'espace, mais Victor me surprit en me prenant doucement le coude. « Restez, dit-il simplement. Vous avez votre place ici, vous aussi. » À cet instant, debout ensemble sous la pluie, en tant que famille façonnée par le conflit mais se dirigeant vers la guérison, je sentis la présence d'Alain plus fortement qu'à aucun autre moment depuis sa mort. Non pas comme un fantôme ou une force surnaturelle, mais comme l'architecte de cette improbable réconciliation. Son dernier amendement avait réussi au-delà de tout ce que nous aurions pu anticiper. L'héritage qu'il appréciait vraiment était en sécurité.